Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon, ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leur jeu. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, je suis avec Flavie Briand. Flavie, ça va la pêche ? Ouais, ça va la patate et toi ? Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on n'a jamais abordé. Il s'agit de ton travail. Ouais, plus ou moins. C'est pas tout à fait ça. Il s'agit d'un ADN sur l'inclusion. Non, déjà, je vais être embêtante. Je ne vais pas dire, il faut pas dire, enfin, on va parler plutôt de l'inclusivité. D'accord, très bien. Et vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi je dis ça. Voilà. Ok, alors attends, je vais juste augmenter un petit peu ton micro, parce que du coup, tu parlais plus fort tout à l'heure. Ok, donc le podcast ADN sur l'inclusivité, c'est ça le titre ? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Alors c'est quoi l'inclusivité ? Alors déjà, je vais dire d'où je parle. Oui, ça c'est important. Alors en fait, il s'avère que j'ai une certification sur l'école inclusive. Et à côté de ça, j'ai passé un M1 sur le handicap et la grande difficulté scolaire et la difficulté scolaire en général. Ouais. Bon, je suis en pause là sur le M2 parce que j'ai eu des problèmes de santé l'année dernière, donc je fais une petite pause, mais je l'avais démarré, donc je le terminerai probablement l'année prochaine ou l'année d'après. Ouais. Mais du coup, voilà, je suis en dedans. Et puis, je tiens à dire que tu es aussi en situation de handicap oui, en ce moment, parce que j'ai le pied dans le sac. Peut-être ça popera. Ouais, je me suis cassé le pied. Voilà. Je suis une casse-pied. Hein. Ouais, sauf que cette fois, c'est les miens. C'est ça. Tu t'es auto-cassé le pied. Je me suis auto-cassé. Et là, aujourd'hui, tu ne casseras pas le plan parce que c'est toi qui vas le faire, le plan. Exactement. Voilà. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de bien. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose. Pourquoi un podcast ADN sur l'inclusivité à La Cellule ? Tout simplement parce que beaucoup de gens qui pratiquent le jeu de rôle ou montent des associations de jeux de rôle, je pense à Cédric par exemple quand je dis ça, font ce qu'ils appellent donc des associations ou des organisations inclusives ou des jeux de rôle inclusifs, etc. Bref, l'inclusion, l'inclusivité, les choses inclusives, ce sont des choses qu'on entend régulièrement dans le monde du jeu de rôle. C'est des choses qui pop actuellement. Partout. Bon, moi, il s'avère qu'en plus, là, pendant 3 ans, j'ai piloté une unité sur l'autisme, basé sur l'autisme, le cyclisme. Et maintenant, je travaille en institut médico-éducatif. Donc, dans mon travail, en fait, c'est un truc important. Mais on voit bien, vu que c'est devenu un mot de langage très à la mode, quoi. À la mode, on voit bien. La bienveillance. C'est ça, et qui sont très souvent détournés. Ouais, la résilience. Donc, c'est 3 mots qui, pour moi, sont très importants et qui sont actuellement détournés, je trouve, par les politiques pour, en gros, nous dire vous allez faire plus avec moins de moyens. Ouais. Et en plus, sans expliquer aux gens ce que c'est vraiment. Donc, en fait, les gens qui sont confrontés à ces mots-là dans le cadre du travail, en fait, c'est souvent pour leur mettre en place des choses intenables parce qu'on ne change pas les moyens, voire on n'en rajoute pas, et aussi parce qu'on ne les forme pas. Et du coup, on entend plein de choses popper un peu partout en rapport avec ces mots, et dont certaines choses qui me gênent, voilà, puisqu'en fait, on met les acteurs des situations très souvent en difficulté, en fait, alors que... sur le principe, c'est quelque chose que moi je trouve ça beau en fait. Donc j'aimerais bien en parler. Puis oui. On voit pas mal de choses. Donc l'inclusion, l'inclusivité, l'inclusivité. Est-ce que tu dirais que c'est des mots qui sont finalement confisqués comme la bienveillance, la résilience ? C'est des mots qui servent souvent à confisquer le langage aussi. Voilà. À confisquer le fait de parler de certaines situations, Et donc tout ça me gêne, donc j'avais besoin vraiment ça fait quelque temps que je te dis, il faudrait quand même qu'on fasse un podcast sur l'inclusivité, puis en plus vous allez voir quand on va en parler, c'est des choses qui peuvent donner des billes en fait sur comment on est ensemble, et donc ça peut être utile pour créer des systèmes de jeu, puisqu'en fait l'inclusivité, vous allez voir, ça mène à créer des systèmes, et des petits systèmes qui s'imbriquent dans des plus grands systèmes, qui s'imbriquent dans des grands systèmes. Ok, donc est-ce qu'on peut faire des systèmes inclusifs ? On va en parler. D'accord. Alors déjà, il faut comprendre que l'inclusion, pourquoi je dis pas inclusion, c'est que l'inclusion, c'est l'idéal à atteindre.
Quand on parle d'un système inclusif, c'est genre, quand on parle d'un espace inclusif, c'est genre l'idéal à atteindre. Alors qu'en fait... Est-ce que inclusion, ça veut dire que tout le monde peut se rendre dans cet espace ? Alors, si on parle de l'inclusion en général et d'un espace inclusif, ce serait là en gros le Graal. Ça veut dire que tout le monde, quels que soient ses besoins en fait, peut atteindre cet espace. Et que du coup, on a atteint un système qui permettrait à tout le monde de faire société et d'acquérir son autonomie la plus complète sans pour autant rester dans son coin. C'est-à-dire qu'on peut être tous ensemble dans un même espace avec chacun tous ses besoins complètement comblés en fait. D'accord. Avec les adaptations, etc. Donc en fait, c'est une utopie. C'est une utopie en fait, un espace inclusif. Ok. C'est pour ça que moi je préfère parler d'inclusivité parce que en fait c'est un processus l'inclusion. Alors, je vais essayer d'aller dans le sens de l'analyse en fait de l'inclusivité des espaces et comme ça en fait ça va être plus clair pour tout le monde. Dans un premier temps en fait, quand on veut réfléchir à qu'est-ce que c'est l'inclusivité, il faut faire une évaluation d'un espace bien précis. D'accord. Pourquoi ? Parce que on va parler... alors maintenant, la MDPH, c'est-à-dire la maison des personnes et du handicap, ça devient la MDA, c'est-à-dire la maison de l'autonomie, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que souvent, quand on parle d'inclusion, on part des gens qui sont le moins mis dans la société, le moins inclus dans la société. C'est-à-dire, on parle des gens en situation de handicap. J'insiste sur le terme gens en situation de handicap parce qu'en fait... il y a des gens, en fait, chez eux, par exemple, ils ne seront pas handicapés. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de soucis chez eux. Et c'est quand ils vont sortir de chez eux et qu'ils vont être confrontés, en fait, à certaines situations que là, il va y avoir d'énormes problèmes. A contrario, il y a des gens qui peuvent aussi être en situation de handicap chez eux. Mais du coup, on voit bien que il y a des gens... Le problème de dire quelqu'un il est handicapé, c'est qu'il n'y a jamais de moment où il va être inclus. Alors que, en fait, si on réfléchit comme ça veut dire que il y a des espaces, du coup, ils ne sont pas assez travaillés pour permettre à ces personnes d'être inclus. Mais c'est génial. Ça veut dire qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, être en situation de handicap, c'est pas essentialiste. C'est pas quelque chose qu'on est. C'est quelque chose que on subit ou que en fonction d'un contexte donné. Exactement. Donc en fait, il n'y a pas des personnes... Enfin, si, il y a des personnes en situation de handicap, mais relativement à un contexte donné. Il n'y a pas essentiellement des personnes en situation de handicap. C'est ça que tu veux dire ? Ouais. D'accord. Alors évidemment, il y a des situations, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé et des troubles qui vont les affecter plus que d'autres. On va être très clair. La personne, parce qu'il y a deux exemples qui me viennent en tête. La personne qui a des lunettes, elle va quand même être vachement moins en situation de handicap que la personne qui a un fauteuil roulant, par exemple. Bah oui. Ou que la personne qui est aveugle. Parce que les espaces, pour refiler ton truc, parce que en fait les espaces sont plus adaptés aux gens qui ont des lunettes qu'aux gens qui ont des fauteuils roulants. Exactement. Mais par exemple dans un salon de la réalité virtuelle, où par exemple tout le monde aurait des lunettes, devrait porter des lunettes virtuelles sur lui, le fait d'avoir des lunettes devient... pose souci, et donc c'est une situation de handicap. Très bien, ouais, excellent. Et si par exemple ces casques devaient devenir généralisables, et notamment par exemple à l'école, les enfants qui ont des lunettes ne pourraient pas avoir accès en fait à ces espaces numériques de travail. Exactement. Donc en fait ce qui est génial, c'est que déjà, premier élément à bien noter, c'est que la situation de handicap est une situation au sens où elle dépend du contexte. Et c'est important parce que pour les gens qui sont en situation de handicap, souvent en fait, plutôt que de parler de pourcentage et de rentrer dans le truc, on parle de... C'est un truc qui est très connu maintenant, notamment sur Internet, on parle de la théorie des cuillères pour adapter ça. Alors je m'excuse pour les gens qui connaissent vraiment le principe de l'inclusivité parce que là, je vais brosser à gros traits. C'est mon but, ça va être vraiment de généraliser des grands trucs. Donc je vais pas rentrer dans le fond des théories et je vais certainement faire je vais tracer à gros traits. Donc il y a des gens, ils vont être tout vénères parce que je serai pas rentrée assez. Mais le but c'est que quelqu'un comme toi qui n'y connaît rien, moi, j'y connais rien. puisse déjà rentrer dans le début du truc. Donc, je reviens sur la théorie des cuillères. Les gens qui sont en situation de handicap, en fait, dans leur journée, il y a des moments qui sont plus ou moins coûteux, en fait. Donc par exemple si vous avez un pied cassé,
Par exemple. En ce moment. Par exemple, aller prendre la douche, ça va être juste méga relou, donc ça va être très coûteux. Ouais. A contrario, manger, m'installer sous le canapé, ça va être des moments qui vont être plus ou moins peinards. D'accord. Et dans une journée, en fait, on a un certain nombre de cuillères qui vont être utilisées. Par exemple, quand je vais aller... ce que ça veut dire. Je suis désolé. Des cuillères... Attends, laisse-moi finir, comme ça tu vas comprendre. Ouais. Dans une journée, chaque personne a un certain nombre de cuillères qui dépend de la personne. Il y a des personnes, ils vont avoir 3 cuillères selon leur dispositif, selon leur capacité. D'autres, ils vont en avoir 20. Mais ce qui est important, c'est combien de cuillères va coûter une action. Par exemple, moi, quand je vais aller prendre ma douche, ça va me coûter 6 cuillères d'un coup. Imaginons que j'ai 15 cuillères, ça veut dire que pour le reste de ma journée, c'est 15 moins 6, il va me rester 9 cuillères. Oui, donc en fait, c'est un peu comme des marqueurs énergie dans Magic, quoi. Exactement. C'est de l'énergie, tu la dépenses, voilà, c'est des points d'énergie, quoi. Ouais, et donc, c'est la théorie des cuillères, parce que souvent, les gens, en fait, c'est plus facile pour expliquer, mais il y a cette théorie des cuillères, on l'utilise aussi sur la théorie du vase, où tu remplis le vase au fur et à mesure, c'est de là d'où ça vient, les cuillères. D'accord, ok, parce que je comprenais pas l'origine. T'as un vase plus ou moins grand, voilà. Et donc, du coup, en fait, c'est pour ça qu'on parle de situation de handicap, parce que quelqu'un, pour aller prendre sa douche, ça va lui prendre aucune cuillère pour remplir le vase, donc lui, il va avoir plein d'autres cuillères après. Mais pour prendre une douche, pour certains, ça va être hyper dur. Si, par exemple, vous avez un handicap invisible, type trouble de l'autisme, c'est sortir dehors et être confronté à des gens qui va être extrêmement difficile, alors que chez vous, vous allez être bien, puisque tout l'espace est pensé pour vous. Ouais, d'accord. Donc, selon... En fait, on peut pas parler juste de coût énergétique, de coût en énergie, tu vois, c'est plutôt... c'est possible aussi. Ouais, c'est-à-dire que ça te prend énormément des... Si t'es TSA, donc si t'es identifié sur le trouble du spectre de l'autisme, TSA, donc sortir dehors, ça te coûte énormément d'énergie, alors que, voilà. Voilà, et donc, tout ça, c'est comme on est tous différents, en fait, ça va de pair avec une évaluation des besoins des gens. On dit que les gens, ils sont à besoins particuliers. On a tous des besoins particuliers, en fait. Même les gens, on pourrait dire qu'ils sont le plus ordinaires possible, ils vont avoir des besoins particuliers. Il y a certaines personnes, après un travail compliqué, par exemple, elles vont vraiment avoir besoin de faire une pause, de prendre un petit morceau de chocolat. Et tout le monde a des besoins particuliers. Il y a d'autres personnes, elles vont avoir besoin, par exemple, d'avoir des soins régulièrement dans la journée. D'accord. Donc ça, il faut les évaluer. Qui fait cette évaluation des besoins ? C'est chacun individuellement ou alors c'est ça dépend qui vous êtes. Si vous avez, si vous faites partie des gens qui sont en situation de handicap, il va falloir qu'il y ait une évaluation qui soit faite, notamment avec la maison de l'autonomie. De l'autonomie. Donc MDA et MDA. Là, tu parlais de la MDP. C'est l'ancienne, c'est la MDPH, c'est l'ancien nom. Et je sais pas, en fait, il y a certains départements où ça s'appelle encore MDPH, par exemple, chez nous. Mais c'est en train de se transformer au fur et à mesure. Donc voilà, c'est pour ça que je mentionne les deux. D'accord, très bien. Et donc, tout ça, en fait, ça va de pair avec une évaluation des besoins particuliers des gens. Okay. Donc, il faut réfléchir, en fait, sur j'ai besoin de quoi, à quel moment. Et ça va nous amener ensuite à travailler sur les espaces. Parce qu'en fait, une fois que vous vous rendez bien compte que si un espace il est fait pour accueillir plein de gens, du coup l'espace il va accueillir plein de gens différents qui ont plein de besoins particuliers différents. Et c'est là qu'on va commencer à travailler cette notion d'inclusivité. Ok. Parce que en fait, l'inclusion, c'est le fait de pouvoir inclure dans la société tout le monde. Mais on voit bien que dans la société actuelle, c'est pas le cas. Tout le monde n'est pas inclus tout le temps. Parce que actuellement, la société, il y a des endroits, des espaces qui sont pas adaptés pour accueillir certains types de personnes. Et le truc, c'est comme tout le monde est différent, il y a un nombre de besoins particuliers différents très grand. Quasi infini. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, quand on dit c'est un espace inclusif, ça me paraît toujours un peu bizarre parce que ça veut dire que vous avez trouvé la panacée, vous avez trouvé le moyen d'inclure tout le monde. C'est pas possible en fait. D'accord. Et du coup, la vraie question, c'est comment on fait pour que les espaces deviennent le plus inclusifs possible, donc entrent dans le processus de l'inclusivité. Ok, donc il n'y a pas d'espace inclusif, ça c'est sûr. Ouais. Par contre, les gens qui parlent d'espace inclusif en général, moi ce que j'entends, toujours si on suit ton analyse, c'est plutôt des gens qui disent on a essayé de faire l'espace le plus inclusif possible. Voilà. Donc, d'où le fait d'ailleurs au début, tu nous disais attention,
Donc l'inclusivité, c'est un processus. On va vers. Voilà. Et c'est important parce que quand on écoute certains politiques, en fait, ils disent c'est l'inclusion, c'est l'inclusion. Que mettez-vous en place pour mettre en place ça ? Je veux dire, c'est absurde en fait. C'est des gens qui utilisent ce mot juste pour dire on va supprimer des espaces où les gens où certaines personnes à besoins particuliers étaient inclus et on les met avec tout le monde. Oui, mais si on n'a pas travaillé l'espace là d'accueil pour que ces gens-là ils arrivent, en fait, tant qu'on n'a pas travaillé cet espace-là, ils vont être en difficulté sur l'espace d'accueil. Donc là, je pense que tu fais référence aux politiques dites d'inclusion, dans lesquelles on va mettre un enfant en situation... Justement, dans laquelle on va mettre un enfant particulier à besoin particulier dans une classe donnée et qui du coup va se retrouver en situation de handicap parce que l'espace de la classe, n'est absolument pas fait pour lui. Oui. Donc, mais ça sous marche prétexte pour l'espace d'inclusion, classe, on crée de la situation de handicap. Exactement, mais on parle de l'espace classe, mais c'est pareil dans l'espace de travail. Moi, j'ai en tête, par exemple, quelqu'un qui est très très gravement allergique à la poussière. Ouais. Et en fait, il s'est mis, son patron, alors qu'il avait un espace de travail qui allait très bien, son patron, en fait, a changé tout l'espace pour mettre tout le monde un peu au même endroit, etc. Et en fait, c'était un espace où il y avait de la moquette. Donc, en fait, cette personne ne pouvait plus travailler. Et en fait, on lui a dit, mais enfin, c'est l'inclusion, tout le monde travaille ensemble. Ouais, mais en fait, cette personne-là ne pouvait pas aller travailler dans le nouvel espace de travail, vu que, en fait, de par son allergie, elle ne pouvait pas y avoir accès. Et du coup, elle s'est retrouvée à devoir se mettre en arrêt, donc se retirer. S'exclure. Être en situation d'exclusion. Voilà. Sous prétexte d'inclusion. C'est exactement. Donc, c'est pour ça que je pense aussi pour ça que j'avais besoin de parler de tout ça. Ouais. Donc, il faut aussi voir, quand tu es en situation de handicap, quand tu as fait l'évaluation des besoins, il va y avoir 2 types de choses qui vont pouvoir être mises en place après. Pour des choses qui vont jamais pouvoir évoluer. Par exemple, malheureusement pour toi, tes jambes elles fonctionneront jamais. Tu as un système de compensation. La compensation, c'est quelque chose que tu mets en place, par exemple le fauteuil roulant, et qui pourra jamais être retiré. Si tu es TSA, par exemple, tu pourras jamais ne plus être TSA. Alors attends, c'est intéressant. Le fauteuil... Alors attends. Le fauteuil roulant, donc pour quelqu'un qui n'a plus l'usage normal de ses jambes, tu parles de compensation. C'est une compensation, et c'est pour ça qu'il y a des compensations financières pour ça. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui pourra jamais... On en aura toujours besoin. Je veux dire, si à un moment tu lui retires, juste il est par terre. Oui. Attends, juste, je reviens sur ce terme. En général, quand on compense quelque chose, c'est qu'on estime que la personne... excuse-moi, je vais le dire comme ça, c'est un peu violent, mais la personne a moins, donc on lui donne plus pour arriver à 0, tu vois, pour arriver au niveau 0. Oui, en fait, on lui donne surtout quelque chose qui va lui permettre de gagner de l'autonomie. C'est-à-dire que sans ça, elle n'aura pas accès à l'autonomie minimum pour pouvoir vivre. Voilà, si tu vois, l'autonomie minimum, d'où le 0. Et c'est important dans l'inclusion, la notion d'autonomie, elle est importante. Donc j'ai noté autonomie, faire société... gestion. Il faut c'est un système, c'est un processus qui cherche à ce que chacun ait le maximum d'autonomie pour que nous puissions faire société. Voilà, et que les besoins soient, soient satisfaits. Donc c'est faire société, autonomie, besoins satisfaits. Alors, j'ai noté au début. Donc là, c'est la compensation. Par exemple, si tu as des lunettes, ça c'est une compensation. Tu pourras jamais en fait vivre sans lunettes si t'es. D'accord. Je sais plus ce que t'es toi, mais du coup en fait, il y a la sécurité sociale compense pas tout malheureusement, mais une partie des lunettes. À côté de ça, il y a des choses qui vont pouvoir être travaillées qui s'appellent les adaptations. Les adaptations en fait, c'est des choses que tu vas pouvoir mettre en place, mais qui vont pouvoir au fur et à mesure être retirées. Donc c'est des choses dont tu as besoin à un moment T. Et en fait, si cette adaptation fonctionne, tu vas pouvoir, au fur et à mesure, on dit la désétayer. C'est-à-dire enlever, jamais tout d'un coup, mais enlever au fur et à mesure et la transformer jusqu'à ce que tu n'en aies plus besoin. Donc la compensation, c'est quelque chose qu'on met en place pour atteindre une autonomie. Voilà, pour faire... c'est ça qui est compliqué. Je vois pas quel espace on cherche à atteindre. Mais peu importe, ça c'est très théorique. Ok, je vois très bien. Donc la compensation, c'est quelque chose qu'on met en place et qui sera définitivement mis en place pour compenser en fait... Compenser quoi ? Je ne sais pas. Compenser la situation de handicap la plus embêtante que la personne vit, en fait. Le truc qui l'empêche vraiment d'atteindre l'autonomie. Oui, mais il y a quand même des choses sur lesquelles, où tu vas être en situation de handicap partout. Oui.
Donc, en tout cas, la compensation, c'est quelque chose qu'on met en place, dont l'objectif n'est pas de l'enlever ensuite. Là où l'adaptation, c'est quelque chose que l'on met en place de façon éphémère ou temporaire. Pour laquelle on vise un désétayage progressif. D'accord. Peut-être T'as des exemples de ça ? Ouais, par exemple, alors évidemment, c'est dans le... Je précise que ça, c'est dans le mieux. C'est-à-dire qu'il y a souvent des adaptations, en fait, on arrive à les désétayer un peu, mais on n'arrive jamais à toutes les enlever. Mais il y en a certaines quand même où on peut gérer. Par exemple, il y a certains types, alors maintenant on dit plus dyslexie, mais de troubles du langage. D'accord. Il y a certains troubles du langage où au début, il va y avoir besoin de mettre par exemple ce qu'on appelle en place du lire-couleur. Donc le fait que les textes soient travaillés, par exemple, où chaque son va avoir une couleur donnée, puis au fur et à mesure, on va mettre en place que ce soit les syllabes qui aient des couleurs données, puis au fur et à mesure, en fait, on va mettre juste en place 2 types de couleurs, puis ensuite, on va juste mettre en place du gris, un gris un peu plus clair et du gris plus foncé, puis au fur et à mesure, on va juste laisser tout sous Arial 14. Arial 14, oui. Cher Jean, c'est le truc qui est le plus lisible pour tout le monde. Mettez tout en Arial 14. Donc, on va mettre en Arial 14 et ce sera nickel. Et peut-être qu'à un moment, cette personne-là, elle arrivera aussi à lire un peu hors du Arial 14. D'accord. Donc ça, c'est un exemple d'adaptation. C'est intéressant. Tu es en train de conseiller indirectement aux gens qui veulent faire des jeux de rôle inclusifs. J'utilise le terme, je sais que... Si je comprends bien de ton exposé, le terme jeu de rôle inclusif ne correspond pas du tout, mais les gens qui veulent faire un maximum faire un effort, on va dire, afin d'inviter un maximum de personnes à lire son jeu, doivent le mettre en Arial 14. C'est un conseil éditorial absolu. Pourquoi je parle d'adaptation ? Parce que c'est important, parce que ça va nous amener à la suite en fait de comment on met en place. On essaye de mettre en place un processus d'inclusivité. C'est qu'il y a des adaptations en fait. Elles vont être utiles pour tout le monde. Et donc, du coup, on va essayer de les mettre en place pour tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va essayer d'atteindre ce qu'on appelle l'accessibilité universelle. C'est pour ça qu'en fait, plutôt que de parler de jeux de rôle inclusifs, on devrait plutôt parler de jeux de rôle accessibles. Et en plus, ça m'intéresse de parler de ça parce que quand on dit accessible, on ne sous-entend pas qu'ils sont accessibles par tous. C'est le plus accessible possible. Mais bon, bref. L'accessibilité universelle, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, en fait, il y a pas mal d'images qui ont circulé à une époque. Alors, c'est souvent, malheureusement, avec des matchs de baseball, parce qu'il y a beaucoup les Américains ont été prolifiques en termes de production d'images, mais il y a d'autres types d'images qui apparaissent. C'est 3 enfants qui essayent de regarder, en fait, un match. Et ils sont derrière un mur. Le plus grand arrive à voir. Les 2 autres, il y en a un qui est monté sur une caisse et il arrive à voir. L'autre, il est monté sur une caisse, il n'y arrive pas. Ensuite, on met des caisses à tout le monde. Mais il y en a encore un qui a du mal à voir. Donc là, on recherche l'accessibilité. Ensuite, du coup, on met à la place du mur, on met un grillage et du coup, il n'y a plus besoin en fait de caisse, tout le monde voit. Et il y a maintenant une nouvelle image où tu enlèves carrément le grillage. Et du coup, là, tu as accès à tout. Donc ça, c'est l'idée de l'accessibilité universelle. C'est qu'on va essayer de mettre en place des espaces où le maximum de personnes pourront y avoir accès. Donc, ça veut dire qu'il va falloir penser ces espaces avec les compensations, en fait, et d'essayer de mettre en place des espaces que même les gens qui ont besoin de compensation auxquels même les gens qui ont des compensations vont avoir accès, mais aussi des adaptations. Donc, compensation comprend fauteuil roulant, exactement. Lunettes. Et en fait, on va aussi penser ces espaces en termes d'adaptabilité, des adaptations, parce qu'en fait, il y a des adaptations qui vont aider tout le monde. Par exemple, l'Arial 14, c'est une adaptation. Et en fait, ça va aider tout le monde, puisque c'est la plus lisible pour tous. En fait, j'ai un... Voilà, à ce stade, je suis désolé. Donc, ok, très bien. Je suis désolé. Je suis obligée de faire ça parce qu'après, on va parler de l'évaluation. Mais il faut d'abord expliquer tous les concepts avant. Je suis désolé. Moi, j'ai une question. Moi, par exemple, ça m'horrifierait que tous les jeux de rôle soient en Arial 14. Mais moi pas. Parce que pour moi, en fait, tu peux jouer sur la police d'écriture pour des raisons pédagogiques. Tu vois, récemment, j'ai enregistré un live avec Meredith Davoust, qui est donc chercheuse en didactique visuelle, et qui nous a expliqué que les différents types de police d'écriture pouvaient aussi servir au cours d'un
dans une base de jeu de rôle à détailler et à définir par exemple ce qui était de l'ordre du texte intradiégétique, texte extradiégétique, texte de règles, texte qui s'adresse aux MJ, texte qui s'adresse aux joueurs et aux joueuses, etc. Oui, alors il y a d'autres moyens où tu peux transformer l'Arial 14, et au-delà de ça, j'ai suivi des cours où le gars expliquait comment mettre en place en fait des espaces visuels en fait les plus lisibles possibles. Et en fait, il faut limiter le nombre d'éléments par page, limiter le nombre des dessins, etc. Je dis au maximum, si par exemple, tu vois, un truc qui me choque, c'est que les systèmes administratifs n'adaptent pas, alors que c'est quand même des trucs que tout le monde auxquels tout le monde doit avoir accès. Par exemple, les impôts, c'est toujours pas en Arial 14. Oui, d'accord. Ouais. Si on veut faire société, il faut penser que ces outils, en fait, auxquels tout le monde doit avoir accès, il faudrait vraiment que tout le monde puisse y avoir accès, puisque tout le monde doit les remplir. Oui, ce qui est intéressant, c'est que moi, le truc, c'est que dans le monde du jeu de rôle, il y a aussi une dimension esthétique, une dimension pédagogique. Il y a des éléments, et puis en plus, le jeu de rôle, c'est complexe. Il y a des niveaux de fiction, etc. Là, tu parles, en fait, quand tu dis tout devrait être en Arial 14, tu parles de choses qui n'ont pas vocation d'être beaux. Ouais, je te parle des trucs qui font société. L'idée, c'est de faire société. Si tu veux créer un jeu de rôle le plus inclusif possible, tu peux tout mettre en Arial 14 et travailler, par exemple, du coup, le gras, pas le gras. Tu vois, l'Arial 14, tu peux aussi le travailler, etc. Si tu cherches à ce que ton jeu de rôle soit le plus inclusif possible. Ouais. Et alors là, je vais te troller, mais alors, du coup, quand t'es aveugle, alors dans ces cas-là, il faut le passer faut pouvoir le passer en braille. En braille. Ouais. Et il y a aussi maintenant des logiciels. J'en ai testé un, c'était juste assez cool, où tu peux passer du coup le texte en oral. Et il y a pour les dyslexiques, il y a aussi du coup une souris qui permet du coup ça aussi c'est assez fou, de entre guillemets photocopier le texte et de le transformer en fait en Arial. Et de le transformer en quelque chose de lisible. Mais tout ça, ça a un coût. D'où le fait que je parlais d'adaptation et de compensation tout à l'heure, parce que pour pouvoir faire société, une partie des gens va devoir du coup avoir besoin d'adaptation extérieure. Mais pour les trucs auxquels tout le monde a besoin d'avoir accès, là, il faudrait peut-être quand même travailler les trucs. En fait, ce que j'essayais de te dire indirectement avec mon espèce de troll, c'est qu'en fait, même Arial 14, ce n'est pas la panacée. Non, ce n'est pas une écriture inclusive. C'est pas une écriture inclusive dans la mesure où évidemment, tu vas pas pouvoir avoir tout le monde. Une police d'écriture inclusive, pardon. Parce que l'écriture inclusive, c'est encore autre chose. Mais non. Mais par contre, c'est celle qui va permettre de toucher le maximum de gens. De gens sachant lire. Sachant lire et puis ayant accès au texte. Voilà. Après, il faudra mettre en place, pareil, sur Internet, quand on voit, il n'y a aucun moyen de transformer, à ma connaissance, l'espace des impôts, là. Si t'as pas quelqu'un pour t'aider quand tu vois pas ou quand t'es non lecteur, en fait, juste t'es tout seul, t'es foutu en fait. En fait, est-ce qu'il n'y a pas un risque, excuse-moi, je suis désolé, mais d'uniformisation totale en fait du champ social, tu vois, et ça fait un peu peur ce que tu racontes en fait. Non, parce qu'en fait, pour uniformiser le champ social, il faudrait... Alors, déjà... on en est loin. Déjà, voilà, détendons-nous. Et ensuite, tu aurais à définir ce que tu appelles le champ social. Parce que là, je te parle juste de permettre à tout le monde d'avoir accès à quelque chose, en fait. Imagine, tous les panneaux sont en Arial 14. Ouais, mais tout le monde n'arrive pas à... Et alors ? Et tout le monde n'arrive pas à lire et tout le monde n'arrive pas à conduire, tu vois. Donc, il faudrait déjà mettre en place d'autres choses aussi pour ça. Mais moi, que tous les panneaux soient travaillés dans la mesure où souvent les panneaux, ils indiquent des endroits où tu cherches à aller, notamment par exemple le fait d'aller tu cherches un hôpital, ça me paraîtrait pas absurde que tous les panneaux soient travaillés de façon à ce qu'ils puissent être lus par la majorité des gens et pouvant y avoir accès. Oui, non, je comprends, mais moi ce que je veux dire, c'est que ça fait disparaître en fait l'esthétique du mais champ. En fait là actuellement on s'en fout. Non mais et puis déjà c'est pas un peu c'est pas le problème c'est qu'il y a des gens qui sont mis de côté et qui du coup peuvent pas être inclus. Oui. Et puis en plus soyons honnêtes, si c'est pour des choses qui sont liées à l'État, c'est déjà uniformisé.
Mais c'est uniformisé n'importe comment. Par le cul. Ouais, grave. Donc à un moment, réfléchissons à comment mettre en place le plus possible l'accessibilité universelle. Je comprends. C'est comme l'autre jour. Je suis désolée, mais je suis allée à l'hôpital, à la clinique. D'accord ? À la clinique, alors j'étais hyper choquée parce qu'en fait, la clinique est toute neuve. Hein. Donc j'arrive et donc je suis avec mes béquilles, hein, vu qu'en ce moment j'ai le pied cassé. Et c'est intéressant en fait de changer de posture parce que souvent il y a des choses que tu vois pas parce que tu es dans ton couloir en fait. Et parce qu'en fait, pour être confronté à des difficultés... Tant que tu n'es pas en situation de handicap, tu te rends pas compte que tu n'es pas confronté à ces difficultés. Que le lieu pourrait te mettre en situation de handicap. C'est pour ça qu'on va parler des évaluations après. Ouais. Et en fait, quand je suis arrivée, le moyen le plus rapide pour rentrer en fait dans la clinique, c'était celui pour les personnes pouvant monter un escalier. Et si tu avais un fauteuil roulant, que tu avais le pied dans le sac comme moi, fallait faire un détour. Et je te disais, mais ça n'a pas de sens. En fait, les personnes en situation de handicap, c'est elles qui doivent avoir l'endroit le plus facile d'accès, vu que c'est elles pour qui c'est le plus coûteux de se déplacer. Et les gens qui ont des pieds, en fait, et qui vont très bien, en fait, ils peuvent passer par l'escalier. Je sais pas, moi ça m'a posé question. C'est comme là j'entendais, il y avait quelqu'un qui était sourd devant moi et la personne continuait à lui parler hyper vite et de toute évidence n'avait pas eu de formation parce qu'on donne pas de formation en fait et ça c'est dommage parce que les gens qui sont en fait dans tout ce qui est prise en charge de la relation, l'accueil, le secrétariat et tout, ils y sont confrontés beaucoup et de toute évidence on les forme pas en fait à être en lien avec les différents troubles, donc la personne n'arrivait pas à se faire comprendre, elle a fini par lui donner tous les documents en disant vous allez lire ça à la maison, sauf qu'elle a dit ça très très vite, en plus en penchant un peu la tête, donc je pense que la personne qui était debout n'a pas du tout vu en fait son visage et elle est partie avec sa pile de documents en mode bon bah tant pis on va peut-être pouvoir m'aider ailleurs, et c'était pas de la faute de la personne qui était au secrétariat, guichet, parce qu'en fait, elle ne sait pas comment prendre ça en charge. Et donc, à un moment, elle voit la liste des gens, la file des gens qui est en train de grandir. Elle se dit, oh là là, je n'ai pas le temps de m'occuper de cette personne-là, je ne sais pas comment faire. Donc, elle lui file le bousin et puis, bah, tant pis, advienne que pourra. C'est comme j'ai déjà vu quelqu'un de toute évidence TSA arriver et son rendez-vous avait été décalé de 20 minutes. Sauf que, et pourtant, a priori, c'était marqué dans son dossier, parce que quand il arrive, en fait, la personne essaye de bien faire. En plus, elle lui dit, j'ai vu que ça allait vous angoisser, donc je vous le dis. Je suis désolée, je rigole, parce que je bosse beaucoup avec les enfants et les gens TSA, et donc je sais que ce que je vais dire, en fait, ça peut pas marcher. Mais elle a essayé de bien faire. Je sais que vous allez être angoissé, mais votre rendez-vous, elle était décalée, c'est que dans 20 minutes. Donc la personne la regarde, elle fait, mais j'ai rendez-vous maintenant. Et elle lui dit, oui, mais je viens de vous dire que c'était dans 20 minutes. Donc évidemment, la personne en face d'elle commence à se sentir mal, crise d'angoisse, et parce qu'en fait, on aurait tous accès dans ces cas-là à un petit truc, à une formation qui nous dirait bon, alors voilà, votre rendez-vous, il est dans tant de temps, avec un petit timer, un petit truc pour faire patienter les gens. Et je suis sûre que même pour les enfants, ce serait déjà vachement mieux, par exemple, quand ils sont dans les salles d'attente des médecins. On a tous vu des enfants qui pétaient des câbles parce que ils attendaient trop longtemps. Un petit jeu, un petit timer, un petit truc pour dire non, ou un truc qui indique dans combien de temps tu passes, ou combien il y a de gens avant toi, ça faciliterait la vie à beaucoup de gens. Bon, ouais. je vais pas. Non, mais c'est intéressant parce que tu donnes des exemples concrets de moments où en fait ce modèle de l'inclusivité, de l'accessibilité universelle, des adaptations, des compensations, tous ces concepts théoriques que tu nous présentes peuvent être utiles à réfléchir, à améliorer les systèmes. Or, rappel, le podcast de la cellule, c'est un podcast sur le jeu de rôle dont l'organisation dépend de systèmes de jeu, systèmes de règles. On a souvent dit système does matter au sens de ce qui se passe, ce qui se déroule, l'état d'esprit des joueurs et des joueuses, les règles appliquées autour de la table ici et maintenant le soir de la partie sont importantes. Ici, on a des concepts qui nous permettent de penser en fait un système global, le système, l'organisation de l'hôpital ou de la clinique, l'organisation du travail, etc. On a des concepts en fait qui nous permettent de penser l'accessibilité dans ces cadres-là. Donc en gros de déplacer un petit peu les réflexions qu'on fait d'habitude à la cellule sur comment améliorer des systèmes de jeu à comment améliorer les systèmes du monde, des organisations bien réelles. Donc c'est très intéressant tout ça. Ouais.
Donc, moi, ce que je trouve très intéressant dans les exemples que tu nous as cités précédemment, c'est qu'on voit comment les concepts que tu nous as présentés tout à l'heure de façon très théorique s'appliquent au quotidien et engagent également ta réflexion. C'est-à-dire qu'en tant qu'agente ou en tant que citoyenne, tout simplement, quand tu visites des lieux, maintenant, en fait, tu ne peux pas t'empêcher de penser à ton modèle d'accessibilité, oui, mais parce que je suis dedans à fond. Mais ouais. Non mais c'est marrant parce que moi qui suis rôliste et qui pense système de jeu, etc., quand j'arrive à la clinique, je me dis mais là c'est dysfonctionnel. Telle personne a trop de charge de travail, elle peut pas penser à tout, telle autre, etc. Tu vois, le temps qui lui est imparti n'est pas suffisant pour accomplir sa tâche. Enfin, tu vois. Et moi je pense en mode système de jeu et toi tu penses en mode système d'accessibilité. Et tu vois souvent un truc qu'on entend quand les gens parlent de l'inclusion, c'est qu'ils disent que c'est un nivellement par le bas. Du coup il faut mettre en place des trucs pour tout le monde, y compris ceux qui sont à des pâquerettes. Moi je trouve que au contraire c'est un nivellement par le haut. Parce qu'en fait, on va essayer de mettre tout le monde le plus possible, c'est-à-dire d'essayer de mettre le plus possible de gens en fait dans l'espace collectif, et donc plus on est de fous entre guillemets, plus on arrive à penser, donc plus on va être ensemble. Donc pour moi, c'est vraiment penser ça comme un nivellement par le haut, le fait qu'on va essayer de faire que notre société elle avance aussi, parce qu'on voit bien que dans les sociétés. Alors, c'est dans les théories du Caire, hein, dans mes souvenirs, il faudrait que je vous... Voilà, bref. Mais en gros, on voit bien que plus on juge... En fait, on peut juger une société, si elle va bien, en fonction de comment elle prend soin, en fait, des gens qui en sont le plus exclus ou qui en sont le plus potentiellement exclus. Donc, comment une société prend en compte les personnes âgées, les enfants, mais aussi les gens en situation de handicap. Et plus une société prend soin de ces gens-là, plus c'est une société qui va bien. Et à contrario, et ouais, je sais, mais pourtant c'est vrai. Dis donc, le monde va bien mal. Ouais, c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire ce petit podcast. Les États-Unis, dis donc, pire démocratie du monde alors. Oui, et on voit bien qu'ils vont pas bien. Leur économie commence à s'effondrer, tout ça. Alors que des pays en fait dans les pays qui prennent le plus en compte en fait les personnes potentiellement exclues et qui prennent le plus en compte cette notion d'inclusivité, on voit bien que c'est des pays qui vont bien en fait. Et pas juste l'inclusivité qui fait bien, pas juste l'inclusivité je te montre que je suis inclusif en faisant du washing. Non, ça peut pas être juste un élément particulier où tu vas faire du washing, c'est on doit vraiment travailler un système, et c'est là ensuite que je vais parler d'évaluation. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, où plus on est de fous, plus on rit, c'est un nivellement par le haut et pas par le bas. C'est le propos de l'éloge de la médiocrité de Guillaume Meurice, qui est un livre que je conseille à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Il faudrait que je le lise. Très bon bouquin. J'aime bien Guillaume Meurice. Parce qu'en plus, tu vois, sur le coup, moi, quand je suis arrivé devant ce bouquin, je me suis dit, l'éloge de la médiocrité, ça va être une certaine forme de, intellectuel bashing, je sais plus comment on dit. Anti-intellectualisme. Voilà, de l'anti-intellectualisme en fait, et pas du tout. C'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en nivelant par le bas, c'est comme ça qu'on se remonte tous. En fait, c'est en incluant le plus de personnes qu'on va faire de nivellement par le haut. Ouais, c'est très intéressant. Mais qui dit ça, le coup ? C'est moi, non ? Quand je disais tout à l'heure, si tout est en Arial 14, on sera tous des gros... C'est un peu de moi dont tu parlais finalement quand tu disais, non ? T'es pas le seul à dire ce genre de choses. Comment tu l'as dit que c'était nivelé par le bas, c'est ça ? Ouais. Alors que en fait, c'est du nivellement vers le haut, le fait de travailler à l'inclusivité. Parce qu'on va pouvoir être vraiment tous ensemble pour réfléchir. Et qu'en fait, l'intelligence de ruche, c'est quand même vachement plus intéressant. Oula, tu fais peur. Tu sais que tu fais peur, hein ? Enfin, moi, je sais pas, mais moi, Attention, je passe à la notion d'évaluation. Okay, comme ça va peut-être te faire moins peur. Ouais, ok. Alors, là, maintenant qu'on a dégagé tous ces concepts, non, mais, je sais que ça te fait peur, mais en vrai, moi, pour le vivre tous les jours, quand tu es en lien avec tout type de gens, y compris en situation de handicap et des fois troubles cognitifs, etc., c'est une vraie richesse, en fait. Y compris pour les gens qui le sont pas, parce que ça t'apprend à faire preuve de plus d'empathie, à réfléchir vraiment à comment on peut se mettre en place le plus possible tout le monde. Et en fait, au-delà même de la richesse intellectuelle que ça amène et des petits moments de bonheur que ça amène, en fait, on voit bien que n'importe qui peut réussir à faire partie, en fait, de cette société quand on réfléchit à ses besoins et quand on met en place un système qui va bien et qui permet que ça puisse être fait. Et c'est des moments où, en fait,
on a vraiment l'impression d'être humain. Et ça amène à plus d'humanité et aussi à plus de réflexion sur du coup, comment on peut tous manger, comment on peut tous avoir accès aux éléments de base de la pyramide de Maslow. Bref, c'est important en fait. Tu vois, en fait, moi, ce qui me frappe dans ce que tu dis, parce que moi, je suis anarchiste libertaire, contrairement à toi, qui est plutôt de gauche, en fait, on va dire. Enfin, tu vois. Et donc, du coup, tu penses les choses État... très vivre ensemble, machin. Moi, j'aime pas trop l'État. C'est pour ça qu'on va parler de l'évaluation, parce que l'évaluation s'instasse aux espaces et au système. Alors, d'accord, on va en parler après. Juste, pour moi, ce que tu es en train de dire, c'est chaque chose que l'on crée, ou chaque espace que l'on veut créer, doit être réfléchi en fonction du public que l'on souhaite y accueillir. On dit les usagers, d'ailleurs. D'accord, les usagers. Donc en fait, on pense les espaces en fonction de ces usagers. Exactement. C'est bien ça ? Ok. Donc moi je dis ça, on réfléchit au public que l'on souhaite y accueillir. Je te donne un exemple jeu de rôle. Secret of Eons. Dans Secret of Eons, j'ai pensé y accueillir des parents avec leurs enfants, des enfants et des parents. Donc du coup, j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'Arial 14, qu'il y ait par exemple des pictogrammes très simples, le cœur, le trèfle, le carreau, tu vois, le moins de texte possible. Mais ça aussi, tu vois, tout à l'heure, c'est pour ça que je te parlais d'Arial 14, mais il faut pouvoir mettre aussi des adaptations pour les gens qui ne savent pas lire. Comme je te disais, ce n'est pas le cas par exemple pour les fiches des impôts. Oui, mais j'ai aussi réfléchi au public que je voulais exclure de Secret of Eons. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, réfléchir à l'inclusion ou l'accessibilité d'un public donné, c'est aussi se poser la question de qui on n'a pas envie de voir arriver dans ce endroit. Je pense que c'est pas la question de qui tu veux pas voir arriver. La question, c'est... Parce qu'en plus, toi, t'es pas un espace... Par exemple, quand tu crées un jeu comme toi, en fait, t'es pas un espace dont tu vas avoir nécessairement besoin pour avoir de l'autonomie, tu vois. T'es pas les impôts, t'es pas la clinique, t'es pas... Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc, dans la mesure où tu es dans un espace de création, t'es pas dans un espace où ton but c'est d'atteindre le maximum de gens. Non, là, tu l'as créé pour des enfants, par exemple, oui, d'accord, à destination plus des enfants. Donc, avec la famille, donc t'as réfléchi quel type de partie tu voulais à la table. Et donc, à partir de là, si d'autres types de personnes veulent avoir accès à ton jeu, il faudra voir après. À la base, c'est pas ça. T'as pas réfléchi pour que ce soit un truc obligatoire auquel tout le monde devait avoir accès. Non, je suis d'accord. Ok, d'accord. Et dans la mesure où où ton jeu n'est pas obligatoire pour l'autonomie, ça ne pose pas de problème. Mm-hmm. C'est chiant si des gens, par exemple, veulent y avoir accès, mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle d'inclusivité et pas d'inclusion. On n'est pas actuellement dans un pays de oui l'ourson où l'intégralité des besoins particuliers de l'intégralité des gens sont connus et peuvent être mis en place. Justement, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire que cette volonté de tendre vers un État qui serait inclusif, enfin qui voudrait inclure la totalité et tout ça, machin, pour moi, c'est la contre-utopie absolue. Alors, attention, parce que ça voudrait dire effrayant, que imaginons qu'on soit dans cet état-là. Tout le monde a la même voiture, tout le monde a le même... Non, tout le monde est pareil. Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas tout le monde est pareil, c'est tout le monde a la possibilité qu'on réponde à ses besoins particuliers. Ça veut pas dire que tout le monde aura la même voiture, mais ça veut dire que ceux qui d'habitude ne peuvent pas conduire auront accès à un type de voiture ou à un type de transport ou de déplacement qui leur permettra de le faire. D'accord. C'est comme, imaginons plus tard, imaginons que dans 50 ans, au lieu de finir dans une société d'extrême droite complètement fascisante avec la guerre partout, imaginons qu'en fait ce soit le CAIR qui gagne et l'inclusivité qui gagne. Ouais. Et en fait, tu pourras faire ce type de jeu et on disposera de tout ce qu'il faut pour pouvoir l'adapter. D'accord, ok. Sauf qu'actuellement, en fait, c'est pas le cas. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, mais j'essaye de comprendre. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on passe en fait à l'évaluation parce qu'il y a quelque chose que. D'accord, vas-y. Non, mais t'as raison. T'as raison. Vas-y, avance. Ouais, je t'en prie. Donc, maintenant qu'on a tracé à gros traits, je suis encore bien gentille en disant à gros traits toutes ces notions, arrivons aux notions d'évaluation. Alors, une évaluation, évidemment, ce sera d'un espace.
un espace donné. Par exemple, moi, je suis formée à ce qu'on appelle CAL-Inclus, qui est un système d'évaluation, en fait, avec différents points, etc., qui vont permettre, en fait, d'évaluer un système, scolaire plus ou moins inclusif, que ce soit des IME, des UMA ou des écoles ordinaires. Hein. Ça s'appelle CAL-Inclus, ça s'écrit comment ? QUAL, et puis inclus. Tout attaché. Mais il y a des systèmes comme ça d'évaluation. Alors, la première chose à comprendre, c'est qu'on va demander, on va évaluer en fait l'expérience l'expérience de l'espace de tous les usagers, de tous les acteurs qui y sont confrontés. Ah, très intéressant. Donc on laisse personne de côté. Et il faut aussi comprendre que dans ces évaluations, il n'y a pas de culpabilisation. Tout le monde va dans cet espace et y arrive et on évalue en fait sa façon de gérer l'espace à l'endroit où il est. C'est-à-dire que c'est pas grave si un espace n'est pas du tout dans l'inclusion pour l'instant, vu qu'on fait l'évaluation. C'est pareil, c'est pas grave si par exemple il y a quelqu'un qui est profondément mascu et qui est trop chiant avec les meufs. L'évaluation, elle va juste réfléchir à d'où on part. Donc l'idée, c'est pas de culpabiliser parce que ça sert à rien et en plus, ça va desservir le truc. Ça va desservir le propos de l'évaluation et ça va pas donner ensuite envie d'essayer de changer les choses. Alors juste, je suis désolé, j'ai besoin de trucs concrets. Donc t'es dans un espace, stop, on arrête tout. Tu prends chaque individu. Alors dans les tu lui demandes, les ça faits, va, tu te sens bien ? Dans les faits, en fait, souvent il y a 2-3 personnes qui se disent on va faire une EVA et on fait passer des questionnaires et ensuite on va réunir les questionnaires et ensuite on va faire un petit résumé des questionnaires pour voir en fait quels sont les points saillants des endroits où les gens sont le plus mal. Mais aussi des endroits où ils sont le mieux. Parce que c'est ça qui est génial, c'est que c'est des évaluations capacitaires. D'accord. C'est-à-dire, on n'est pas là sur une évaluation déficitaire, comme on peut trouver très forcément, beaucoup en France. C'est quoi Et justement, l'évaluation. Moi, je suis en train de t'expliquer. L'évaluation déficitaire, par exemple, c'est quand tu es au collège, on t'enlève les points sur les trucs que tu n'as pas réussi. Ça, c'est une évaluation déficitaire. On va noter ce que tu ne sais pas faire. Alors que l'évaluation capacitaire, on va noter ce que tu sais faire. Donc, au lieu d'enlever des points, en fait, tu pars de zéro et tu rajoutes les points. Bon, non, c'est pas vrai. Les notes, c'est ça. On note ce que tu sais faire. Non, c'est une évaluation déficitaire. En fait, on enlève les points. Si tu regardes bien, en fait, à chaque fois qu'il y a une erreur, on t'enlève un point. Mais non, c'est pas ça. C'est chaque fois que t'as bon, on te met un point. Eh ben non, moi, c'est pas l'expérience que j'en ai. Alors, dans les dictées, je suis d'accord avec toi que l'expérience est déficitaire. Mais par exemple, dans les évaluations nationales, c'est déficitaire. On ne compte pas vraiment, en fait, on enlève à chaque fois, en fait, tu as un maximum de points, genre 15, et dès que l'enfant il va avoir une erreur, en fait, tu retires des points. Et de la même façon, la majorité, et ça c'est un fait, hein, malheureusement, les gens, dans l'enseignement, on est surtout formés sur l'évaluation déficitaire que sur l'évaluation capacitaire. Et ça pose problème quand il y a des besoins particuliers, parce que souvent on sait dire ce qu'ils ne savent pas faire, mais on ne sait pas forcément dire ce qu'ils savent faire. Ah, ça me parle le plus déjà. Or, pour pouvoir travailler souvent avec des enfants qui ont des grosses difficultés, eh ben, en fait, il va falloir partir de ce qu'ils savent faire. Et ça, souvent, on n'a pas... pour l'avoir vécu, quand j'ai commencé à travailler ces notions-là, moi, j'étais tellement formée à l'évaluation déficitaire que j'étais capable de faire des points, par exemple en C1, sur ce que l'enfant ne savait pas faire. Et quand je me disais, mais il va falloir que je travaille avec ce gosse, et je ne savais pas d'où partir. Et c'est pour ça que je suis arrivée au fur et à mesure aux évaluations capacitaires. Et les évaluations capacitaires, je trouve ça génial parce que du coup, tu fais... l'idée, c'est de faire une photo à un instant T, en fait, de ce qu'une personne sait faire. Ouais. Et du coup, tu vas voir les progrès. Et donc, ce que tu vas noter, c'est les progrès. Ah bah là, elle a réussi, par exemple, elle est partie de 1 plus 1 égale 2, elle savait faire ça, c'est cool. Ben là, ça y est, elle a réussi à faire 1 plus 2 égale 3. Plutôt que de dire, elle a encore faux multiplication. Elle sait pas compter. Hein.
Donc ça, c'est les évaluations capacitaires. Et donc, Cal inclut, en fait, et les évaluations, elles vont surtout faire des évaluations capacitaires, c'est-à-dire ce qu'on sait faire. Là, c'est super. Là, là, les usagers, ils sont très contents. Là, les usagers sont très contents. Et on va voir les endroits où les usagers, ils sont moins contents. Là, ils arrivent pas. Là, ils retrouvent pas là, ils arrivent pas à gérer. Là, en fait, de toute évidence. Donc là, tu vois, ils sont obligés de faire une évaluation déficitaire. J'arrive pas à chier dans ces chiottes. Là, on n'arrive pas. Et c'est là j'arrive pas à faire ça. Et c'est là qu'on va travailler le truc. D'accord. Sachant que l'idée, dans ces évaluations, en fait, c'est on met personne à l'écart. C'est-à-dire les acteurs, on ne mettra pas à l'écart les acteurs jugés les moins inclusifs. Mais au contraire, on va valoriser ce qu'ils savent déjà mettre en place. Ne serait-ce que pour qu'ils aient déjà envie de continuer à... Les acteurs les moins... Excuse-moi, j'ai pas compris ta phrase. C'est-à-dire, au lieu de juger en disant « Ouais, toi, t'es pas assez inclusif, c'est pas bien et tout », on va pas du tout faire ça après une évaluation. La première étape après l'évaluation... Ça veut rien dire être inclusif, pardon, excuse-moi, je n'arrive même pas à comprendre ce que ça veut dire. Par exemple, j'ai dit les acteurs jugés les moins inclusifs. Par exemple, les gens où on trouve qu'il y a un souci, je pensais notamment à des... Oui, tu pensais aux mascus, en fait. Grave. Voilà. Tu dis, vous êtes pas inclusifs, les mascus. Ça se dit pas, par exemple. Ça ne se fait pas, ça. On peut dire qu'ils sont cons, mais voilà. C'est autre chose. Mais c'est autre chose. Par rapport à quel référentiel ? Ou par exemple, on va pas aller dire à la dame qui, par exemple, a reçu la personne qui était sourde, « Ah, franchement, quand tu reçois les gens qui sont malentendants, franchement, c'est pas cool. » Non, on va d'abord valoriser ce que la personne sait faire dans l'idée d'être inclusif. C'est-à-dire les endroits où elle a des bonnes compétences pour qu'elle se rende compte des choses qu'elle va pouvoir généraliser. Donc, après une évaluation, on fait déjà un bilan extrêmement valorisant des choses qui marchent. Parce qu'en fait, si tu dis juste à quelqu'un, bah là, ça marche pas, mais qu'en fait, tu lui dis pas ce qui marche, je vois pas comment ça peut aller mieux. Et la personne va pas savoir comment s'améliorer. Donc, après une éva, on valorise ce qui est bien. Et ça permet aussi d'éviter, alors dans les théories du... c'est pas du tout ce qui est fait sur les réseaux sociaux. Non. Dans tout ce qui est écoféminisme, il faudrait que je retrouve le nom de la nana, mais il y a une nana qui dit qu'en gros, on ne pourra pas sauver la planète tout seul. En fait, l'idée, c'est d'essayer de la sauver avec tout le monde, y compris les gens qu'on peut pas blairer, parce qu'à un moment, en fait, on va pas pouvoir les exclure. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de mettre tout le monde ensemble. Donc, en fait, l'idée de ces évaluations, c'est déjà de valoriser, même quand il y a un tout petit truc, d'essayer de valoriser ce qui est bien. Ouais. Tu veux dire que même Dark Vador, on peut l'évaluer positivement en disant, bon, écoute, t'as la classe avec ton sabre rouge, c'est déjà pas mal, on va essayer de travailler là-dessus. Tu n'as tué personne depuis 2 heures. Tu n'as tué personne depuis 2 heures. C'était pas mal. C'est bien, écoute, tu ne t'es pas mis en usagers colère. depuis 2 heures, certes, ils ont peur, mais ils sont ressortis en vie de ton... Et tu as accepté les excuses du capitaine Nida. Pas mal, c'est un bon début. Pas mal. Voilà, parce qu'il faut... Oui, je sais, mais... Et en fait, ça va te permettre déjà d'avoir tes premiers objectifs, en fait. Ton premier objectif, déjà, ça va être d'essayer déjà de maintenir ça. Parce qu'en fait, le problème de tout ce qui est inclusivité, c'est que c'est des allers-retours. Des fois, il y a des endroits, ça allait bien. Puis, quand on supprime, par exemple, des sous, des choses comme ça, il y a des endroits où on va aller vers l'arrière, en fait, où on peut perdre des compétences. Ah oui, comme on n'est pas essentiellement inclusif, du coup, en fonction des contextes et des espaces, si les moyens, les compensations, les adaptations se perdent, on peut... Donc c'est intéressant déjà de valoriser ce qui est bien. Tu veux dire que tu es en train d'expliquer la dégénérescence et le climat du monde actuel ? Et il faut comprendre que du coup, souvent en fait, l'inclusivité, c'est un processus qu'on dessine en spirale. C'est-à-dire qu'on part d'un point... Les évaluations, on va les faire régulièrement. Ça va pas être juste une fois, et puis il faut les faire assez régulièrement, une fois par an ou une fois tous les 2 ans au minimum. Pour moi, c'est la base, voire même une fois tous les 6 mois, mais ça prend du temps. Donc une fois tous les ans, c'est pas mal. Une fois tous les 2 ans, et des fois, on n'a pas le temps. Donc une fois, tant qu'on peut, déjà, il y a une évaluation, c'est bien. Tu vois, on valorise ce qui est bien. Mais c'est une spirale. C'est une spirale. Donc, en fait, on va avancer sur cette notion d'évaluation, mais il y a aussi une notion de retour. Mais on a toujours un petit peu avancé, vu qu'on a valorisé ce qui était bien. Donc, on va revenir sur certaines notions, mais il y a quand même eu un petit peu d'avancée. Donc, c'est une spirale qui avance, le processus d'inclusivité. Donc, déjà, on a valorisé ce qui était bien. Et après, on va voir les points saillants
qui dysfonctionnent ou pour lesquels les usagers sont les moins heureux. Et là, on va voir, et là, l'idée, c'est pas de faire des objectifs what the fuck inatteignables. Là, l'idée, c'est de mettre en place un objectif et de pas en choisir 10, t'en choisis 3 max. 3 objectifs dans les points où les usagers sont les moins contents et des objectifs atteignables. Parce que le but de ces évaluations, comme j'ai dit, il va falloir les refaire régulièrement. C'est qu'on ait validé ces objectifs. Donc, il va falloir rester dans ce qu'on appelle... Attention, là j'utilise un terme pédagogique, d'accord ? Mais moi, ce que j'appelle la zone proximale... Alors, la zone proximale de développement, c'est en pédagogie, c'est partir de ce que l'enfant sait faire, c'est une cible. Autour, il y a la zone en fait où l'enfant il va pouvoir développer sa compétence si t'es pas trop loin, mais si tu vas trop loin dans la zone proximale de développement sur la cible, l'enfant il va pas être capable d'apprendre. Ben moi ça va de pair avec ça. Il y a la zone proximale de développement des gens. Alors si vous voulez en savoir plus sur la zone proximale de développement, encore une fois, allez voir le live avec Meredith Davoust. On a les schémas, on a tout. On passe une petite demi-heure pour vous expliquer ce que c'est. C'est un endroit où vous êtes dans des bonnes conditions pour apprendre en gros. Voilà. Oui, mais comme j'ai dit, je trace à gros traits. Oui, tout à fait. Mais... Et donc, l'idée, c'est d'être dans la zone proximale de développement des usagers et des acteurs de cet espace. Très bien. Donc, en fait, si tu vas trop loin, eh ben, en fait, l'objectif, il pourra jamais être atteint. Ça va dégoûter les gens, en fait, de faire ça. T'es en train d'expliquer ce qui se passe dans la société. Et du coup, les gens, ils vont rejeter, du coup, le projet. Et voilà. Alors que l'idée, c'est toujours mettre en place... Trump. Alors, moi, j'aime bien tout ce qui est behaviorisme, etc. Trump, et psychologie comportementaliste. Quand, en fait, on arrive à atteindre les objectifs, c'est extrêmement valorisant. Donc, on a envie de continuer, en fait. C'est comme une sorte de gros bonbon. On te dit « Oh, bravo, c'était super !» Et voilà, c'est un renforçateur positif. Et donc, l'idée... Même si je sais que ce truc-là n'a pas été mis en place avec la notion de comportementalisme, mais c'est pas grave, je trouve que ça explique bien. L'idée, c'est de prendre des objectifs atteignables pour la prochaine évaluation. Donc, on va pas aller trop loin. On va essayer de mettre en place les choses petit à petit, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une stratégie des petits pas, en fait, l'inclusivité. Alors là, t'as été très très vite sur plein de choses. Bah oui, mais j'avais dit que j'allais brosser à gros traits. Oui. Tu vas pouvoir poser des questions. Ouais, c'est clair. Alors d'abord, j'ai une première question pour être tout à fait clair. Est-ce que tu dirais qu'on a été trop loin ? Est-ce que tu dirais que les politiques publiques, par exemple aux États-Unis ou Walt Disney avec ses chiens handicapés... Au-delà de ça, c'est eux, en fait, c'était du washing parce qu'à côté de ça, en fait, il n'y avait rien dans la société qui était mise en place. Très intéressant, ça. En fait, on leur a montré une société qui n'était pas atteignable et qui contredisait l'expérience que les gens avaient de la société autour. Donc, c'est pas entendable, en fait. Le problème, c'est que s'il y a trop de... Alors, ça peut être très chouette, par exemple, on va rester une utopie et c'est un projet. Mais si on te dit tout le temps, il faut faire ça, mais que dans la vie de tous les jours, en fait, le système ne le permet pas, c'est juste de la culpabilisation. Tu vas juste péter un câble parce que tu n'es pas capable de faire ça, voire même pour les usagers qui y sont confrontés, ça va provoquer beaucoup de violence, en fait. Alors, je donne un exemple concret. À Valonia, par exemple, un Walt Disney que j'ai trouvé personnellement très problématique. Le fils homosexuel rencontre son père, son grand-père, et son grand-père dit c'est ok, t'es cool, t'es homosexuel. Voire même c'est pas du tout un sujet. C'est pas du tout un sujet. Sauf que ça peut être cool si on parle d'une utopie et c'est très chouette. Le problème, c'est si on te fait que des choses comme ça. Parce qu'en fait, ça contredit l'expérience que malheureusement beaucoup de gens vivent parce qu'il y a beaucoup d'homophobie. Et beaucoup de jeunes qui sont malheureusement, quand ils annoncent qu'ils le sont, obligés de quitter en fait leur famille ou se retrouvent confrontés à des situations de rejet. D'exclusion pour le coup. Donc, le problème, c'est pas un film. Non, mais c'est un exemple. Non, mais le problème, c'est quand, en fait, tout va te dire il faut faire ça, mais qu'il n'y a rien dans la société qui le permet. Bah en fait, du coup, tu te retrouves juste à subir cette violence en disant ma vie, elle pourrait ressembler à ça. Mais ma vie, en fait, elle ressemble à la merde que je vis en ce moment. Ouais, d'accord. Et en plus, pour les gens qui sont pas actuellement capables d'entendre ça, c'est une violence pour eux aussi. Et donc, qui va provoquer un rejet parce qu'ils se disent non, mais c'est de la merde ça. Et donc, en fait, ils vont faire l'extrême inverse. Parce qu'en fait, comme du coup, ils se disent qu'ils sont pas capables de mettre ça en place. Voilà, c'est ça. Du coup, en fait,
psychologie comportementaliste de base, si on te demande sans arrêt de faire un exercice de maths mais que tu sais pas le faire, tu vas te mettre les maths, ça va te dégoûter. Les maths c'est de la merde, voilà, c'est ça. Et donc en fait là ce que j'aime bien avec ton modèle, c'est qu'il permet aussi d'expliquer ce qu'on appelle le phénomène de réactance. C'est-à-dire le fait que du jour au lendemain, par exemple C8, cette haine de l'idéologie woke, machin, pourquoi les gens en fait ils ont inventé cette espèce, parce qu'en France ça n'a pas de sens de dire idéologie. Non mais tu vois bien ce que je veux dire. C'est-à-dire l'idée c'est pourquoi d'un coup en fait en France on se retrouve avec des tas de gens qui parlent de wokisme, de woke, de machin alors qu'ils n'y connaissent rien du tout et qui se mettent à détester en fait tous ces processus. Oui, puis c'est aussi pour eux un moyen de plus poser de questions en fait. Or l'un des principes de cette notion d'inclusivité, c'est de toujours mettre en place une pratique analytique. Je voudrais juste aller au bout de mon raisonnement, sinon on comprend rien en fait. Là t'es en train d'anticiper. Le truc c'est que pourquoi est-ce que ces gens en fait ont cette sentiment de... Pourquoi est-ce qu'ils votent Trump ? Parce qu'on leur a demandé de faire trop vite. Parce qu'on leur a montré des mondes en fait. Je pense qu'il n'y a pas uniquement pour ça. Je pense que Trump, il a aussi... je pense que c'est pas le bon exemple, mais Trump, il a aussi promis des trucs. Et en fait, les gens, ils sont aux abois aux États-Unis. Oui, d'accord. Okay. Et on leur a promis en fait des sous, on leur a promis de sortir de tout ça. C'est-à-dire, on a autre chose. Mais par contre, ça vient d'une société qui laisse les gens de côté, qui n'a pas du tout travaillé son inclusivité. Et là, du coup, les gens, ils se sont retrouvés aux abois, en fait. Ils sont seuls, ils sont tristes. Et les États-Unis ne font plus société. Et en fait, les États-Unis, c'est un système qui n'a pas travaillé correctement, en fait, sa notion d'inclusivité. Voire même qu'il l'a laissé de côté, en fait. Et qui a, sur certains points, mis l'inclusivité, genre au top du top. Genre, nous, on pourrait atteindre ça, mais il n'y a rien qui a été mis en place dans les systèmes sociaux et dans les aides de l'État, etc. Il n'y a rien qui a été mis en place pour aider les gens. Donc, en fait, les gens, ils se sont retrouvés aux abois et donc, ils ont écouté n'importe qui leur promettait que ça irait mieux. Quand tu dis l'inclusivité, c'est une stratégie de petits pas. Oui. Moi, j'entends en négatif, mais c'est peut-être un biais. Hein. C'est si on veut aller trop vite, si on veut faire de trop grands pas, en fait, dans la mise à disposition des espaces publics pour les personnes, c'est-à-dire si on veut faire trop vite, si les objectifs de l'évaluation sont trop importants, eh bien en fait, c'est contre-productif. Non seulement c'est contre-productif, mais pour plusieurs raisons. La première, c'est que du coup, c'est des habitudes de travail, des habitudes d'être ensemble, en fait, et que pour l'instant, on n'a pas. Et donc, comme toutes les habitudes, en fait, si tu vas trop vite, si tu fais des trop grandes habitudes, tu vas pas les tenir. Il y a une théorie qui dit qu'en gros, pour mettre en place une habitude, il faut 21 jours. Si tu tiens pas ton habitude 21 jours, ça sert à rien de projeter sur un an, quoi. Enfin, déjà, c'est la première chose. Ensuite, si tu vas trop vite, si tu veux mettre en place trop vite trop de choses, à un moment, tu vas te manquer des sous, parce qu'il y a des adaptations que tu pourras pas avoir. Et ensuite, l'idée, c'est que, comme du coup, je l'ai dit au début, il y a autant de besoins particuliers que de gens, en fait, comme je disais, c'est un idéal, un processus, l'inclusivité. Donc, tu vas pas pouvoir chercher à atteindre l'idéal tout de suite. Donc, il va falloir te donner des objectifs, en fait, où tu vas comprendre comment faire pour que ça aille bien. Parce que si on te demande déjà de mettre en place des adaptations pour tout le monde d'un coup, en fait, tu vas pas être capable de savoir par quel bout prendre le bousin, en fait, parce que c'est un gros truc, l'inclusivité. Donc, en fait, l'idée, c'est aussi pour ça qu'on dit partir de ce que l'usager est capable de mettre en place, parce qu'en fait, selon les espaces, tu auras plus ou moins de possibilités. Il y a des espaces qui vont partir de très loin, et des espaces, ça va être beaucoup plus simple. L'idée, en fait, c'est qu'on construise qu'on réfléchisse sur les espaces, que les usagers réfléchissent à ces espaces-là, et qu'en fait, ces espaces puissent être imbriqués dans d'autres espaces qu'on réfléchit aussi à l'inclusivité, et que ce soit comme ça un système au fur et à mesure dans lequel tout le monde se mette en place, en fait. Et donc, évidemment, on voit bien dans cette notion-là que plus c'est local, plus ça fonctionne. Et qu'en fait, c'est un système local qui doit pouvoir s'étendre au fur et à mesure. Et donc rejoindre de plus grands systèmes. Est-ce que tu rejoins en ce sens les théories de l'utopie qui disent que les utopies, ce sont des lieux circonscrits l'inclusivité, c'est un idéal. Ouais. Mais c'est un idéal qui est intéressant de travailler parce qu'en fait, pour y être dedans, c'est un truc où tu vois que ça, quand tu choisis les bons objectifs, tu vois que ça avance. Et donc, ça pousse les usagers à faire de plus en plus d'efforts et à être de plus en plus motivés parce que c'est extrêmement motivant, en fait, quand on rentre dedans.
Et il y a aussi un bonheur de voir les usagers de plus en plus heureux. Et d'être de plus en plus ensemble. Ouais. Et de voir les gens faire de plus en plus société, en fait. Des gens qui, par exemple, ne sortaient plus et commencent à sortir un tout petit peu. Et ça, déjà, c'est cool. Et en fait, l'idée, c'est au début, on part d'un petit peu, et puis au fur et à mesure, ça va faire boule de neige, parce que la personne, elle va pouvoir être de plus en plus dans un certain espace, puis dans un autre, puis dans un autre. C'est un exemple que j'ai, mais je pourrais en avoir plein d'autres, en fait. C'est juste que, au début, en fait, si tu regardes juste la montagne, c'est juste effrayant. Si tu regardes le petit pas que tu fais après, genre, là, je vais faire 100 mètres, et là, c'est pas effrayant de faire 100 mètres. Tu vas pouvoir le mettre en place. C'est comme quand je parlais des formations pour les personnes qui sont dans l'accueil. Si tu leur dis tout de suite, on va vous former sur... là, ça va pas, c'est n'importe quoi, on va vous former sur tous les handicaps. Déjà, je vois pas comment ce serait possible. Mais ça va pas fonctionner. Si on leur dit, déjà, là, pour telle et telle personne, c'était super ce que vous avez fait. Et là, par contre, on a vu que du coup, on avait pas mal de personnes qui étaient malentendants qui venaient. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous former pour ce type de personne, comme ça la prochaine fois, parce que la personne qui reçoit est elle-même en difficulté, elle n'arrive pas à gérer la personne, donc c'est aussi extrêmement gênant pour elle. C'est des moments où quand elle rentre chez elle, je pense qu'elle ne doit pas se sentir bien. Donc dans les deux cas, en fait, la personne qui reçoit, tout comme la personne qui arrive, ça va être du donnant, ça va être super. Elles vont créer quelque chose, donc on va mettre en place quelque chose. Le prochain objectif, c'est là, on va mettre en place pour l'accueil des personnes malentendants. Et puis lors de la prochaine EVA, avec cette formation, etc., ça aura avancé, les personnes sont plus contentes. Donc on va valoriser, là c'est super, là on a réussi nos objectifs, ça c'est bien. Par contre, il y a un nouvel espace là où là il y a des usagers qui se sentent pas bien à tel endroit, il va falloir réfléchir à comment on peut arranger ça. Et pareil, tu vois, du coup, c'est toujours un petit peu, et pareil, des fois, tu vois... Il y a un espace où c'était là où on était plus fort au début, mais comme on a le plus avancé sur les objectifs d'après, là où on était fort au début, ça apparaît finalement l'endroit où maintenant on est le moins fort. Par exemple, là j'avais travaillé dans une école où l'équipe enseignante, elle était ouf au début, et donc du coup c'était un des points forts, et on a avancé avec les parents, machin et tout, et en fait après ça est devenu l'équipe enseignante où on s'est dit là il faut qu'on fasse un peu d'effort sur tel truc, parce que maintenant c'est là où on est les moins forts, mais parce qu'on avait réussi nos objectifs sur les autres trucs. Et donc là on a pu avancer, c'est pour ça que je parle de spirale. En fait, moi je distingue dans ton exposé deux éléments. Le premier, c'est qu'est-ce que c'est en fait que des espaces de vie et comment on peut y inclure en fait un maximum de personnes. Et ensuite, les stratégies pour améliorer l'espace commun. Tu vois, mais c'est pour moi, je distingue deux éléments. Un élément d'analyse théorique de comment sont les espaces, là où on trouve tous tes concepts comment dire, d'inclusion, d'espace inclusif, d'accessibilité universelle, d'adaptation, de compensation, etc. Donc ça, c'est des éléments théoriques. Et ensuite, quelles sont les stratégies, en fait, pour atteindre l'idéal, un idéal un peu utopique d'un espace le plus inclusif possible, c'est-à-dire comprendre le plus inclusif possible, susceptible d'accueillir un maximum de personnes en satisfaisant leurs besoins, leur autonomie et en faisant en sorte qu'elles s'y sentent bien, quoi, en gros. Tu vois, mais c'est deux choses assez différentes. Ce que tu dis, ce que j'entends, c'est que parce que moi je veux revenir au jeu de rôle et aux productions créatives. C'est que tous les gens qui prétendent faire des objets inclusifs, donc des jeux de rôle inclusifs, des trucs inclusifs, etc., c'est mal comprendre ce que c'est que l'inclusivité. Oui. Parce que l'inclusivité, c'est un processus, ça ne peut pas être un produit. Oui. Voilà. Et c'est du washing, un peu de dire ça. Voilà. C'est ça. C'est ça que j'entends, moi. C'est pour ça que je te parlais de Disney tout à l'heure, etc. C'était... Et surtout, c'est louable en plus, dire en quoi vous avez été inclusif. Là, j'ai essayé de travailler ce jeu pour qu'il puisse être lu par tel type de personne, ou qu'il soit le plus inclusif possible. Mais on peut pas dire que quelque chose est inclusif dans l'absolu. En fait, moi, il y a un truc qui me frappe, c'est que dans les années 80, 90, 2000, on parlait d'accessibilité. Et d'un coup, comme ça, il y a le mot inclusion qui arrivait.
Et il a complètement remplacé en fait le terme. Parce que la notion la notion d'accessibilité, elle passe. Ce qui est intéressant dans le terme d'inclusion, en fait, c'est qu'il rappelle qu'il y a toute une catégorie de gens en fait qui n'étaient pas inclus dans la société. On parlait d'accessibilité, mais en fait, il y avait rien. Il y avait toute une partie. Il y avait des espaces d'exclusion vraiment. Des gens quand tu étais en situation de handicap. D'ailleurs, à l'époque, on disait quand tu étais handicapé. Bah, t'étais handicapé. T'avais pas accès, quoi, c'est ça. Ouais. En fait, on voit bien en fait que. C'est pour ça que j'ai travaillé tous ces concepts-là avant, c'est parce que le principe d'inclusivité elle va de pair avec tout ce que j'ai dit, en fait. L'accessibilité, c'est juste, on va s'arranger pour que le maximum de gens puissent avoir accès, mais sans réfléchir à comment, pourquoi, et en plus avec un petit côté genre, c'est accessible. Mais on n'a pas réfléchi le truc. Il y a des gens qui n'y ont pas accès. Ils font on va retravailler l'accessibilité. Mais en fait, il n'y a pas la notion d'essayer de faire société. Il n'y a pas cette notion d'essayer d'être ensemble en fait dans l'accessibilité. Dans l'inclusivité, dans l'inclusion, il y a un processus supplémentaire à l'accessibilité qui est, c'est pas on laisse toutes les portes ouvertes. C'est on encourage les gens à passer les portes. Oui, à être le plus autonome possible, à pouvoir rentrer en contact avec les gens. Comme je dis, il y a un projet vraiment de faire société là-dedans, qui n'est pas là dans l'accessibilité universelle. L'accessibilité universelle, c'est une partie de l'inclusivité, mais c'est pas que. D'accord, ok. Parce qu'il y a quand même, sinon il y a quand même les compensations, etc., qui doivent être prises en compte. Parce que l'accessibilité universelle, c'est pas l'objectif qu'on s'était fixé au départ. Si, ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. D'accord, ok. Parce que l'accessibilité universelle... Je suis désolé, je te pose des questions naïves, mais j'y comprends que quick. Enfin, c'est vrai. Très compliqué. Non, c'est pas. Je comprends certains éléments, si tu veux, mais l'accessibilité universelle. Je suis ton premier auditeur. L'accessibilité universelle, c'est pareil. Si c'était vraiment, c'est une recherche. C'est-à-dire l'accessibilité universelle, pour l'instant, elle n'existe pas. Mais dans la notion, c'est le fait que les espaces puissent être accessibles à tous. Mais dans l'inclusivité, il y a la notion de faire société en plus. Ouais, enfin. De faire société en plus. Ok. Pour moi. Parce que l'accessibilité, ça peut être pour un événement, pour un objet littéraire, pour un texte ou un truc comme ça. Alors que l'inclusion, c'est quelque chose pour le social, en fait, pour le champ du social, c'est ça ? Ouais, c'est le fait de se dire... en fait, c'est ça qui nous distingue, Fly. Oui. C'est que moi, en fait, je pense tous ces concepts en vue d'accéder à des œuvres d'art. Moi, je pense Disney, je pense tout ça. Et toi, pas du tout. Toi, t'es en mode... En fait, c'est marrant, c'est pas le même sujet, en fait. Même si les concepts... Ce qui est rigolo, c'est que les concepts se chevauchent. Enfin, il y a quelque chose... Il y a un air de famille, mais c'est pas tout à fait la même chose, en fait. Et en fait, là, ce qu'on vise dans l'inclusivité, c'est un changement du répertoire d'action dans une mise en œuvre effective. C'est-à-dire, elle peut être analysée et calculée dans ses effets. Donc, on analyse les besoins. On va essayer de mettre en place on va réfléchir sur les réponses à ces besoins. Puis ensuite, ça va nous amener à réfléchir aux aménagements et aux adaptations qu'il faut faire. Puis ensuite, on va faire une régulation où on va réfléchir et analyser en fait les conséquences de ces adaptations, si ça a marché ou pas, pour revenir à une analyse de besoins et répondre à ces besoins, aménagement, régulation. C'est vraiment une boucle, en fait. C'est pour ça que toi, tu penses sur un matériel donné. Mais en fait, là, l'idée, c'est de penser le truc sur des espaces, hein, sur comment on réfléchit en termes d'un système, sur un espace, pour qu'au fur et à mesure, on puisse de plus en plus être bien dans cet espace et être ensemble dans cet espace. J'étais en train de chercher l'origine de la citation « avancer dans le réel en regardant l'idéal », ce que j'avais entendu... Et je trouve que c'est Jean Jaurès qui a dû dire ça. En fait, il faut comprendre qu'on part toujours d'un concept. C'est le concept qui crée la situation de handicap. Oui. C'est le concept qui crée... c'est le contexte, pardon. Le contexte, pardon. Oui, parce que là, je ne comprenais plus rien. C'est le contexte qui crée la situation de handicap. Donc, c'est sur le contexte qu'on va réfléchir. Il faut rendre les choses acceptables, utilisable. Si un jour, ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un monsieur qui s'appelle Tricot, si un jour vous avez... Mais du coup, ce qui s'applique au jeu de rôle, c'est cette notion d'accessibilité. Ouais. Parce que le jeu de rôle, déjà... Et d'utilisabilité.
la plupart des jeux de rôle, en tout cas aujourd'hui, supposent de faire preuve d'imagination, par exemple. Donc les aphantésiques, par exemple, donc qui sont les personnes qui ont du mal à s'imaginer des lieux, etc. En tout cas, de visualiser, des choses qu'ils imaginent. Eh bien, de fait, ils se retrouvent en situation de handicap dans des parties de jeux de rôle. Mais... Les gens qui ne savent pas parler, excuse-moi, j'essaie de développer cette idée-là. Vas-y. Les gens qui ne savent pas parler, dans une partie de jeu de rôle, ils vont se retrouver en situation de handicap, forcément. Voilà. Donc de toute façon, quand on parle d'un jeu ou d'un média, forcément, tout ce qu'on peut viser, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que le média soit le plus accessible possible. Mais l'inclusion, c'est quelque chose, en fait, qui se déploie sur les lieux publics. Notamment, ouais. Et c'est ça la grande différence, c'est qu'en fait, une partie de jeu de rôle, un média, un film de Walt Disney, en fait, c'est un lieu privé. Alors, pour l'instant, c'est sur les lieux publics, parce que les lieux publics, pour l'instant, c'est quand même ballot que tout le monde n'ait pas accès aux lieux publics, quoi, tu vois. Pour l'instant, c'est l'endroit où on est rendu. L'endroit où on est rendu, c'est-à-dire dans la recherche. Dans la recherche, là déjà, je suis désolée, mais quand je réfléchis en fait à l'inclusivité, c'est cool d'y réfléchir dans le jeu de rôle, mais est-ce qu'on pourrait déjà réfléchir au fait que tout le monde puisse avoir à bouffer, avoir accès aux soins, avoir accès à l'école, avoir accès à tous ces endroits absolument nécessaires? Et déjà, ce serait trop bien, quoi. Est-ce que tu es en train de nous dire, là, c'est avant de penser vos jeux de rôle et vos conventions pour étant inclusives? Non, mais ça c'est intéressant, c'est déjà cool. Mais je suis désolée, mais là, actuellement, moi, ce que je pense, les trucs auxquels je pense, c'est déjà, en fait, la base, la pyramide de Maslow, quoi. Je veux dire, tant que la pyramide de Maslow, elle n'est pas atteinte pour tout le monde, c'est chaud, quoi. Ouais, à côté de ça... On en est loin. Hein. Oui, à côté de... Et du coup, en plus... Je te parle pas de la France, là. Hein. Ouais. En plus, du coup, c'est... plus on avancera sur ces espaces-là, plus on pourra décaler, en fait, la réflexion et la projeter sur d'autres endroits, comme le jeu de rôle. Mais en fait... Dans la mesure où, pour l'instant, je suis désolée, mais le jeu de rôle, c'est un truc qui est très précis, qui est un jeu, etc. Oui, on va essayer d'y réfléchir pour qu'il soit le plus inclusif possible, mais vous allez être limité parce que, pour l'instant, vous n'avez pas tous les usagers qui font du jeu de rôle. Parce qu'en fait, il y a toute une partie des usagers qui, déjà, n'ont pas accès aux espaces publics. Je pense notamment aux polyhandicapés, etc. Ouais. Donc, en fait... vous allez être limité pour l'instant parce que vous n'avez pas tous les usagers. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y penser. Pour l'instant, il faut réfléchir. Attention, c'est le contexte. Réfléchissez avec votre contexte. Quel est le contexte du jeu de rôle? Donc, comment on fait pour que les usagers du jeu de rôle soient le plus... Quel est le contexte de la partie? Quel est le contexte de la partie? Et donc, voilà. Mais là, il faut réfléchir en contexte. Là, l'idée, c'est déjà de réfléchir avec les usagers du jeu. Ouais. Et c'est pour ça, là, tu essayes de dire, du coup, le plus inclusif possible et tout. Depuis le début, je te dis, c'est pas possible de réfléchir comme ça. C'est pas moi qui dis ça. Oui, moi, je parle pas de jeu de rôle inclusif, Flavie, quand je fais du jeu de rôle. J'ai jamais mis sens jeu de rôle inclusif. Oui, tu vois, je veux dire, c'est pas moi. Je suis en train d'essayer de comprendre la démarche des gens qui prétendent faire du jeu de rôle inclusif. Moi, je suis allé dans des tas de conventions, des tas d'associations, j'ai fait des tas de parties de jeux de rôle où l'auteur du jeu, les organisateurs de la convention où le président de l'association me disait que c'était une association inclusive, une partie de jeu de rôle inclusive, un truc comme ça. Donc j'essaie de comprendre la démarche de ces gens. Peut-être que ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ont réfléchi aux usagers qu'ils voulaient voir venir dans leur asso, et que du coup, ils ont travaillé l'association, et l'accessibilité de l'association et la façon dont on allait être avec les usagers, pour que le maximum de leurs usagers se sentent bien dans cet espace. Si tu prends par exemple Cédric, qui est venu donc sur Magie de Minuit, vous entendrez d'ailleurs à la fin, il parle de son association, il dit que justement l'organisation vise l'inclusivité, ou je sais plus s'il dit pas que c'est une association inclusive, dans la mesure où quelles que soient vos opinions politiques, vos rapports genrés, enfin je sais plus comment il dit le truc, mais en gros l'association sera bienveillante envers vous. Tu vois, du coup il a réfléchi au contexte. Oui. Il sait quel contexte il vise. Voilà, c'est ça en fait le truc. Mais moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le côté, comment dire, un objet ne peut pas être inclusif.
Une association ne peut pas être inclusive, une convention ne peut pas être inclusive. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les organisateurs, les auteurs, mettent en place un processus d'inclusivité au sein de ces organisations. Oui. C'est ça que je veux dire. Exactement. C'est que moi, c'est ça que je comprends de ton exposé. C'est qu'en gros, l'inclusivité, c'est un processus. Oui. Et que en tant que processus, il n'est pas un produit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être, on peut pas produire l'inclusivité. Non. Donc rien ne peut être inclusif. Non. Par contre, ce qui peut se faire, c'est d'entrer dans une démarche d'inclusivité au sens où on a donc une évaluation qui est faite et des stratégies dont tu as parlé, la stratégie des petits pas, évaluer positivement les acteurs, etc. et machin. Et ça me fait penser à Eugenia Pagliaracchi et à cette vision de la révolution qu'elle développe dans ses divers livres. Je suis désolé, j'ai plus le nom du livre. Là, récemment, il y a une grosse encyclopédie qu'elle a éditée récemment, dont j'ai entendu parler chez David Dufresne, avec d'autres auteurs, où elle parle justement des processus révolutionnaires. Et où elle explique que justement une révolution, ça ne se réussit pas et ça ne s'échoue pas. Une révolution, c'est un processus. Et moi, j'ai l'impression que l'inclusivité, telle que tu nous le présentes là, c'est la même chose. On n'est pas inclusif ou on ne l'est pas. C'est pas oui ou non. Mais dans la mesure où la révolution vise toujours un idéal, et où l'inclusion est un idéal, le processus d'inclusivité est en lui-même un processus révolutionnaire. C'est ça, c'est là où je voulais en venir. Ouais. Et d'autant qu'en plus, l'inclusivité, ça se base sur le partenariat. C'est-à-dire, quand je disais tout le monde doit faire société, etc., on ne peut pas être seul à chercher de l'inclusivité. Ça n'a pas de sens, en fait. On se base toujours sur du partenariat avec les différents partenaires du contexte. Et les différents usagers. À chaque fois, en fait, moi j'ai la sensation, quand je t'écoute, que le processus d'inclusivité ne peut pas se passer d'une évaluation en fait des membres entre eux, d'où ils en sont, etc. Et ce que j'entends aussi, c'est on est un peu trop durs les uns envers les autres. Oui, que souvent, et puis on peut pas réussir chacun dans son coin. Pour réussir ça, il faut des moyens et il faut être accompagné aussi. Parce qu'en fait, s'il y a personne qui a été formé à ça, je vois pas en fait comment vous allez pouvoir avancer sur ces sujets. Donc c'est aussi une volonté, alors là évidemment je vais faire bondir je vais te faire bondir, mais c'est aussi une volonté d'État en fait. Tu peux pas dire on va mettre en place de l'inclusion sans former les gens à l'inclusion. Mais les gens peuvent se former les uns les autres. T'as pas besoin d'un État pour une évaluation, elle n'est pas forcément faite par quelqu'un qui a l'autorité. Il faut quand même être formé. Je suis désolée, mais moi, avant d'être formé là-dessus, je voyais pas. Moi, quand on m'avait passé le cas inclus la première fois, j'avais pas été formée. Les anarchistes, ils sont pas en train de dire qu'il faut rien apprendre et ne pas être formé. Les anarchistes, la seule autorité qu'ils reconnaissent, c'est celle du maître sur l'élève. J'ai pas dit que c'est, voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui connaît, qui forme quelqu'un d'autre. Et ça peut être aussi comme ça, pas forcément d'État. Mais tu vois, actuellement, on est dans un système d'État. On n'a pas besoin... Oui, mais actuellement, on est dans un système d'État où les gens ont de moins en moins de temps parce qu'on leur demande de plus en plus on leur donne de plus en plus de charges de travail pour un temps identique. Ça s'appelle la productivité. C'est faire un maximum dans un minimum de temps. Mais du coup, quand ils sortent du boulot, ils n'ont plus le temps de s'auto-former. Donc, dans un système comme ça, on réfléchit à comment... Qui veut, quand tu écoutes les politiques, mettre en place ce qu'ils appellent de l'inclusion, dans ces cas-là, tu prends acte et tu formes des gens qui vont aller sur le temps de travail aider les gens à mettre ça en place. Oui, bien sûr. Parce que sinon, en fait, tu dégoûtes juste les gens. Parce qu'en fait, ils se retrouvent confrontés à des situations, et je pense même aux usagers. Il y a des gens, ils se retrouvent confrontés à des trucs. Je suis désolée, mais ça donne pas envie. Ça donne pas envie de rester dans cette société-là. T'as envie de t'en exclure et d'aller te mettre dans un petit refuge. Hein. Ouais. Bah oui. Oui, je suis d'accord. Parce que tu parlais de la réactance, mais il y a de la réactance des deux côtés. Je suis désolée, mais quand t'es en situation de handicap et que tu te retrouves à vivre des trucs horribles parce que on t'a dit il faut que t'ailles maintenant au lycée, mais que le lycée il a pas du tout été pensé pour ton handicap ou ton trouble, mais c'est horrible en fait. T'as juste envie de rentrer chez toi et de te déscolariser en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc la réactance elle est des deux côtés. Oui, non mais je suis d'accord. Hein. Je suis parfaitement d'accord. Attention, c'est juste que je disais que ton modèle permettait de l'expliquer en fait. C'est ça. Je disais pas que comment dire.
Bon, c'est compliqué. Oui, tu n'étais pas pour eux. Oui, non, bah non, je suis pas trumpiste. Non, je ne suis pas anti-woke, par exemple. Tu vois, non, il se trouve que non. Mais c'est juste que j'essaye d'expliquer et de comprendre comment ces phénomènes... C'est-à-dire, moi, en fait, ce qui me fait halluciner, c'est qu'on trouve dans cette société des gens comme toi, qui font le métier que tu fais, qui pensent comme tu le penses, et qu'à côté de ça, on se retrouve au pouvoir avec Marine Le Pen dans 2 ans. Et c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi loin dans justement la compréhension de l'organisation sociale, des processus d'inclusivité. Parce on n'a que les jamais gens été n'ont aussi pas le loin. temps. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Les gens, actuellement, leur pyramide de Maslow, elle est pas... Ils sont en premier niveau. Il faut qu'ils se trouvent à bouffer. Bah, je suis désolée, mais quand tu essaies de chercher à manger, c'est pas le moment où tu vas essayer de comprendre comment tu vas pouvoir améliorer la société et te former pour pouvoir mettre en place de l'inclusivité. Oui. Déjà, t'as faim. T'as besoin d'un toit. T'as froid, t'as besoin de te chauffer. T'as besoin de t'habiller. Et il y a toute une partie de la population qui n'a pas accès à ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Ben non, mais bien sûr, mais ça, là, tu fais ton anticapitaliste de base, c'est-à-dire que... Oui, bah, écoute, ça fait pas. C'est ça, je le comprends, hein. Je le comprends. Donc, du coup, ok, très très bien. Donc, ce que tu nous dis aussi, c'est que le processus d'inclusivité, c'est quelque chose qui nécessite des moyens qui, dans une société comme la nôtre, sont donc des moyens financiers. Oui. Donc, quand un homme politique nous dit, on va faire plus d'inclusion, il faut entendre, on va... Vous allez vous bouger le cul sans rien du tout. Alors, et ça, vous allez accueillir des gens sans formation. S'il est malhonnête, c'est ça qu'il faut entendre. Mais s'il est honnête, quand on parle d'inclusion, logiquement, on doit entendre les petits euros qui tombent. C'est-à-dire que ça va coûter cher. Et puis la formation de personnes, on dit des personnes ressources. Des personnes ressources. Alors, c'est quoi une personne ressource ? Je t'entends souvent parler de ça avec tes collègues là, de personnes ressources. Je me dis, mais c'est quoi ? Alors là, moi, je suis totalement contre cette idée de ressources humaines. Et quand j'entends parler de personnes ressources, je trouve ça détestable. Alors là, on rentre dans un énorme. On rentre dans quelque chose de fort. Dans quelque chose, on rentre dans un... C'est un autre podcast, c'est ça ? Ouais, mais c'est pas grave, je vais essayer de... En 5 minutes, hein. 5 minutes. Alors, quand t'es personne ressource, c'est que déjà t'es formé sur tous ces sujets. D'accord. Et là, je vais m'appuyer sur les travaux de 2 messieurs que j'aime beaucoup, qui s'appellent Leroyer et Midley, qui sont deux chercheurs, qui ont théorisé en fait la notion de personne ressource selon différents sujets. Différents points en fait que tu peux utiliser pour être personne ressource. Tu peux être par exemple le passeur. J'adore cette notion. Le passeur, c'est la personne qui va pouvoir passer en fait toutes ses idées en fait sur la société inclusive et tout ça. Le consultant, c'est-à-dire la personne à qui on va pouvoir demander conseil. D'accord. Le traducteur, la personne qui va pouvoir au-delà, par exemple, traduire les textes de loi en disant ça, tu vois, du coup, il faudrait qu'on fasse ça. Ouais. Ou qui va pouvoir aussi traduire les cas inclus ou les évaluations, qui va pouvoir traduire en fait le besoin particulier de quelqu'un. Il va y avoir l'initiateur, la personne qui va dire allez, là, on y va. On se ferait bien une petite éva pour voir où est-ce qu'on peut avancer. Ou qui va dire là, j'ai vu, on chie un peu dans la colle à ce niveau-là. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire quelque chose ? Et ça va être aussi le coéquipier, c'est-à-dire la personne qui va pas se poser dans tous ces trucs, qui va juste être là pour accompagner et dire on ferait bien un truc ensemble. Et donc... en fait à qui on va proposer on ferait bien un truc ensemble et la personne va dire ouais, d'accord. Ça va me faire plaisir de t'accompagner. Faisons ensemble. Alors il y a un truc qui me semble bizarre, c'est que dans les personnes ressources, il y a pas les évaluateurs. Les évaluateurs en fait, ils sont un peu dans tout ça. Ça va être le passeur, le traducteur, donc c'est tout le monde s'auto-évalue alors. C'est pas l'État qui est venu, c'est tout le monde s'auto-évalue. Non, puisque c'est le contexte. Donc chacun dans son contexte va s'évaluer. Ouais. Donc en fait le contexte c'est une auto-évaluation du contexte. Oui, bienvenue en anarchie. De toute façon, je parlais du local. Hein. Ouais. Parce que là vraiment, tu vois, si on était dans un système étatique, il y aurait à un moment donné des organes évaluateurs qui auraient des pouvoirs coercitifs qu'on appellerait les policiers de l'inclusion. Là, on parlait de la personne ressource. Mais d'accord. Oui, en fait, on ne parlait pas du système. C'est pas la même chose. Ok. En fait, ce qui serait cool, ce serait que l'État puisse former des gens, mettre en place des des formations pour former les gens qui pourraient eux-mêmes du coup devenir personnes ressources. Ouais, d'accord. Ok. Ouais. Ok, très bien. Et ce qui serait top, ce serait que ces personnes ressources puissent être payées un petit peu pour les motiver. Mais on sent bien que ce projet d'inclusivité, avec ce processus, en fait, pour l'instant, en gros, il s'appuie sur l'État, mais il visera forcément sa destruction tôt ou tard. En fait,
Bon, mais c'est un autre débat. Non, c'est un autre débat. Oui, t'as raison. Okay. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, en fait, la notion d'inclusivité, elle s'appuie sur la bonne volonté des gens. Et c'est ça qui me gêne parce qu'en fait, comme actuellement, comme je disais tout à l'heure, la pyramide de Maslow sont plus remplis. Les premiers étages de la pyramide de Maslow sont plus remplis pour tout le monde. Du coup, on peut pas se baser uniquement sur la bonne volonté des gens, en fait. À un moment, il va falloir mettre en place quelque chose pour que ça puisse être fait. Et pour ça, il va falloir réfléchir à ce que c'est vraiment l'inclusivité et pas juste maintenant vous allez accueillir tous les enfants en situation de handicap dans les classes. Non, mais attendez, on est déjà à 30 et en fait il n'y a pas d'espace pour que les enfants ils puissent être un peu posés et là en fait c'est pas adaptable, c'est pas adapté ce que vous nous demandez de faire. En fait, tu sais, depuis tout à l'heure, je te fais des boutades sur l'anarchie et compagnie. Mais c'est parce qu'en fait, tu sais quoi ? Moi, je pense que la première base pour obtenir le processus d'inclusivité, c'est la destruction de l'État. En fait, je pense que en fait, ce que toi, tu te dis non, moi, je vais m'appuyer sur l'État pour mettre en place des processus d'inclusivité. Je suis fonctionnaire. Oui, non, mais c'est très bien. Non, mais très bien. Non, mais c'est ta foi en l'État, tu vois, ta foi en l'État t'honore. Oui, me consterne. J'aurais dit me consterne. Mais donc, moi, je pense que c'est l'inverse. C'est d'abord la destruction de l'État qui nous fera entrer dans un processus d'inclusivité. C'est pour ça que. Mais alors, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, on s'appuie sur du contexte, donc on s'appuie sur des espaces locaux, mais plus ou moins grands. C'est-à-dire le contexte, ça peut très bien être, d'un point de vue étatique, comment se sentent les usagers quand ils remplissent la feuille d'impôt. Et là, je pense qu'il y aurait des objectifs à atteindre très très facilement. Moi, je pense que ce qui nous empêche d'avoir des personnes ressources dans ce monde, c'est justement le fait qu'il y a un État et que les gens se reposent systématiquement sur les services de l'État au lieu de devenir eux-mêmes des personnes ressources. Et donc, c'est pour ça que cette discussion... Je peux pas répondre à ça parce que j'ai rien pour dire si c'est oui ou si c'est non. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, de ton côté... Non, mais c'est juste pour expliquer pourquoi les boutades et tout ça, c'est tout. Le cœur du podcast, c'est l'inclusivité. Mais je veux dire, c'est parce que moi, je pense ça et je crois ça, alors que toi, tu es justement au service de l'État et tu dis non, l'État devrait mettre en place et former des agents qui deviendraient des moteurs voilà, c'était juste pour expliquer la boutade et les chambrades. Juste pour terminer, je sais pas si ce sera terminé d'ailleurs, mais on est du temps. Pour que les gens en fait comment je vais pouvoir dire ça, si vous voulez commencer un petit peu tout ce qui est inclusivité sans vous prendre la tête, je veux dire, c'est parce qu'il y a des gens, ils partent de loin, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont déjà bien avancés sur ce sujet. Qui essayent vraiment de faire... Mais il y a des gens, il faut aussi voir qu'il y a des gens, ils partent de très loin. Il y a des gens, ils n'ont jamais pensé... les personnes à qui ils ont pensé, c'est leur maman quand elle a commencé à perdre un peu d'autonomie, ou que sais-je. Il y a des gens, ils partent de très loin. Déjà, quand vous vous sentez dépassé par une situation avec quelqu'un, juste, entre guillemets, appuyez sur stop, dites à la personne, écoutez, je vois bien que j'arrive pas à vous aider ou à répondre à votre besoin. Est-ce que vous pourriez me dire comment je peux vous aider ? Voilà, on retrouve des trucs de sécurité émotionnelle de Maxime. Dis-moi de quoi tu as besoin, je sais plus de son. Ouais. Et en fait, juste déjà là, ça éliminera beaucoup de difficultés en fait que vous pourrez avoir dans la vie de tous les jours, que vous soyez vous et si vous. Enfin, c'est pour ça j'avais noté dans l'idée, c'est de jamais dire. En gros, il faut toujours s'autoriser à dire quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un facteur à prendre en compte pour faire avancer les situations. Mais ça, c'est pareil. Encore faut-il être dans un contexte qui nous le permette. Oui, mais c'est pour ça que là, je dis, quand vous n'allez pas bien ou quand vous voyez que ça ne va pas, dites-le en fait. Parce qu'en fait, c'est la première chose. Et si vous êtes dans un contexte où vous ne pouvez pas le faire, barrez-vous. Donc le jeu de rôle, barrez-vous quoi. Bah non, ça dépend lesquels. Non, mais ça dépend bien sûr. Ça dépend mais justement, de la table. justement, d'où les principes de sécurité émotionnelle. Non, mais voilà, c'est qu'à un moment en fait. Qui là aussi sont un facteur généralement et un marqueur d'inclusivité. C'est toujours dans mon milieu, moi, quand on parle d'inclusion, on fait référence à ça. Quand je parle du contexte depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous êtes confronté. Si vous êtes une fille et que vous êtes confronté dans un espace à des masculins partout et que vous avez juste envie de leur péter la gueule et que vous dites écoutez, là j'ai besoin qu'on puisse entendre ce que je suis en train de dire et que personne vous écoute, c'est qu'ils sont pas rendus là et qu'à un moment vous n'allez pas vous battre contre la montagne. Ils sont pas rendus là. Cassez-vous. Est-ce que tu dirais que les masculins sont en situation de handicap ?
Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ouais. Je pense qu'ils mettent en situation de handicap et pas uniquement des femmes. Oui, bien sûr. Aussi des enfants qui pensent que c'est ça la virilité. Enfin, bien sûr, ils se retrouvent confrontés à ça. Ouais. Mais même eux, il y a un truc sur lequel on peut peut-être trouver des choses tu vois, même eux, peut-être qu'entre eux, ils arrivent à être un peu plus ils arrivent à mettre en place des choses entre eux. Peut-être qu'ils ont aidé un petit gars qui était pas bien, tu vois. Même eux, il y a moyen. Il y a Anakin, il reste du bien en lui, tu vois. Il y a un truc capacitaire qu'on peut mettre en place. Et qu'on peut valoriser pour pouvoir arriver. Par contre, ce sera pas moi qui le ferai parce que moi je vais leur péter la gueule. Mais il y a des gens qui auront certainement assez de patience, de patience pour trouver un petit objectif qu'ils pourront atteindre. Où ils se diront c'était pas mal, tu sais, comme dans le film les Bad Guys, où le loup il commence à frétiller quand il a aidé une vieille dame à monter un escalier. Il se dit c'était plutôt agréable comme sensation. On peut s'appuyer là-dessus. Les Bad Guys, je m'attendais pas à voir ce, mais oui, très très intéressant l'exemple. Voilà, et donc les personnes ressources, évidemment, ne pas confondre avec les ressources humaines qui sont donc un élément au sein d'une entreprise capitaliste dont l'objectif est de faire du profit. Voilà, qui sont un élément où on considère, un endroit où on considère les individus de l'entreprise comme une ressource à part entière, donc ça n'a rien à voir avec les personnes ressources. En tout cas, voilà, c'était un vaste sujet. Voilà. J'ai essayé de bosser à grands traits. Je m'excuse pour les gens qui sont vraiment au fait de toutes ces notions, parce que vous allez vous dire que je suis jamais allée assez profondément dans les sujets, voire même que j'étais parfois à côté et tout. J'ai essayé de brosser à grands traits pour les gens qui n'y connaissaient rien. Voilà, l'objectif des ADN, donc pour rappeler, c'est pas de faire un cours universitaire sur l'inclusivité. Là, en l'occurrence, c'était pas l'objectif. Oui. L'objectif, c'était de présenter à des gens qui n'y connaissent rien un champ de recherche, un processus, c'est le processus d'inclusivité, et d'essayer comme ça d'ouvrir leur curiosité, de leur donner envie d'aller voir ce que c'est, de mieux comprendre. Et encore une fois, du coup, j'aurais répété le mot contexte une bonne vingtaine de fois dans ce podcast, mais voilà, il y a des contextes plus ou moins inclusifs. C'est trop cool si vous réfléchissez à ces notions, parce qu'en fait, c'est un super base pour pouvoir avancer après. Donnez-vous des petits objectifs pour avancer, histoire d'avoir envie toujours de continuer et de ne pas être dégoûté de la situation. Et parce qu'aussi, il y a aussi une sorte de fatigue militante qui peut s'installer. Bah surtout en ce moment. C'est pas une fatigue militante, là, c'est une détresse militante. C'est-à-dire que tous nos cauchemars se réalisent et voilà. Et en fait, pour l'avoir vécu, moi, à certains moments où je me donnais des objectifs beaucoup trop grands, depuis que je me donne des objectifs plus petits, en fait, et je les vois dans les contextes dans lesquels je peux travailler, mais aussi dans des contextes bien précis de ma vie, quand je vois ces petits objectifs atteints, et ben en fait, ça me fait du bien et ça me permet d'avancer. Alors que si je me donne un trop gros objectif, je vais juste jamais l'atteindre et je vais arrêter. Ouais, mais le problème de ce genre de discours, Flavie, je comprends ce discours, mais le problème c'est que appliquer au concept d'inclusivité, voilà, parce que sinon si j'applique ça au concept d'écologie, tu vois, ça devient faites des petits gestes, pissez sous la douche et faites des arrosoirs. Non, là, et je parle d'inclusivité sur mais en fait, si on arrive à avancer sur c'est aussi pour ça que j'en parle, mais parce que je me revendique souvent comme écoféministe, mais si on arrive à avancer sur toutes ces notions d'inclusivité, en fait, on arrivera au fur et à mesure à avancer sur ces notions écologiques. Parce qu'en fait, on arrivera vers une société où du coup, ce sera plus, d'un point de vue du contexte, ce sera pas bien d'aller empoisonner des gens en rejetant plein de pollution partout dans l'atmosphère. Oui, mais en même temps, on peut envisager aussi que pour les compensations et les adaptations, on ait une exigence de moyens qui soit monstrueux. Oui, alors ça, j'y crois pas du tout. Tu vois, je crois que ça coûtera toujours moins cher. Alors en ce moment, je lis un livre qui s'appelle Ecotopia, si vous avez l'occasion. Qui est un livre qui a été écrit en 1975 par un monsieur qui s'appelle Ernest Callenbach et qui en fait a imaginé que la côte ouest des États-Unis faisait sécession avec le reste des États-Unis pour mettre en place en fait une sorte d'utopie écologiste. Et justement, à chaque fois, dedans, ils disent
Oui, mais si vous calculez en fait combien ça nous aurait coûté de payer ça, en fait, c'était plus simple de mettre ça d'un point de vue écologique. Voilà, c'est pareil en fait. Je suis sûre que si on calcule combien ça coûte les compensations, les machins, en fait, ça coûte moins cher de mettre en place un système écologique. Ouais, très très bien. Très très bonne réponse, Flavie. C'est génial. Et bah écoute, il n'y a plus qu'à se renseigner sur tout ça, sur les notions sur le processus d'inclusivité et tout ça, et puis de devenir vous-même. Si vous voulez, aider le processus d'inclusivité, eh ben, c'est de devenir vous-même personne ressource, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, Flavie, pour cette J'espère avoir été assez clair. Moi, écoute, personnellement, ça me fait penser à système d'osmateur, à plein de choses qu'on a pu déjà dire, en fait. Penser les systèmes, penser l'environnement, penser l'espace, plutôt que penser les personnes. Déjà, cesser de dire telle personne est inclusive, telle personne ne l'est pas, par exemple. Telle personne est handicapée, telle personne ne l'est pas. Non, en fait. C'est les contextes, en fait, qui rendent les gens comme ceci ou comme cela, comme les systèmes. C'est les contextes qui font qu'une situation est plus ou moins coûteuse pour eux, et donc essayez quand vous voyez que quelqu'un, une situation est coûteuse pour lui, demandez-vous comment ça peut s'arranger pour lui. Voilà, c'est ça. Donc c'est très intéressant, ça nous amène donc à penser les systèmes, les contextes, les espaces, les systèmes. Et donc évidemment, ça a parfaitement sa place dans le contexte de la cellule, du jeu de rôle et compagnie. Et puis encore une fois, pour ce qui est de la pédagogie, de tout ce dont on a vaguement parlé, là, les fameuses zones proximales de développement. Du coup, moi j'ai travaillé ça dans le cadre... Alors pas le M-Master 1, c'était dans le cadre du handicap en général et de la difficulté, et de la grande difficulté scolaire. Mais à côté de ça, j'ai passé une certification en lien avec l'école et l'inclusion. Donc évidemment, moi, c'est toujours un petit peu en lien avec ça. Hein. Mais moi, j'y vois aussi des liens de toute façon de base, l'inclusivité vers la pédagogie. Parce que faire preuve de pédagogie, c'est amener quelqu'un qui ne comprend pas, donc qui est dans une situation d'incompréhension, à la compréhension. Donc, quelque part, ne pas comprendre quelque chose, c'est être dans une situation de handicap. Enfin, il y a des endroits où bien comprendre la consigne, c'est la vie ou la mort, en fait. Tu vois, tu travailles dans l'électricité ou dans une centrale nucléaire. Même juste rentrer dans la classe, ça peut être une situation compliquée pour quelqu'un. Exactement, tout à fait. Donc, comment on fait pour rendre ça tenable pour cette personne ? Après, il y a un impensé dans cette truc, c'est justement l'utopie, c'est-à-dire satisfaire ses besoins, son autonomie, etc. Et c'est jusqu'où nos besoins, tu vois ? Est-ce qu'aller dans l'espace... Alors là, non, parce que là, on parle de besoins particuliers dans le cadre de la vie de tous les jours pour faire société. C'est-à-dire que si un jour... pour rester en vie et faire un jour société et qu'on ne peut pas rester sur Terre et qu'il faut aller dans l'espace, là, on pourra se poser la question. Là, en fait, on ne parle pas de ça. Tu vois, c'est la différence. Enfin, tu vois, jusqu'où est-ce que... c'est pas un besoin particulier d'envoyer une voiture dans l'espace pour pouvoir être avec les... La question du transhumanisme. Non, on va pas aborder ça. Merci beaucoup, Flavie. En tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé aussi. Allez voir le live aussi avec Meredith Davous pour en comprendre plus sur la zone proximale de développement dont on a juste brossé rapidement. Ah bah ouais, parce que sinon je pourrais faire un podcast entier là-dessus. Donc, c'est vraiment génial. Merci beaucoup, Fly. Salut. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ouais, petit ajout. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, je pense même que tu pourras le glisser. Du coup, en parlant d'accessibilité universelle, je pense que c'est intéressant d'expliquer un peu ce que c'est le système multimodal, en fait, quand tu mets en place une consigne ou quelque chose que tu veux que les gens voient. C'est intéressant de le mettre en place sur ce qu'on appelle un système multimodal, c'est-à-dire qu'on va avoir différents modes pour expliquer cette consigne. Par exemple, pour un panneau type toilette, tu vas mettre plusieurs systèmes visuels, par exemple en picto et avec marqué toilette à côté, comme on peut voir sur beaucoup de pancartes. Mais tu pourras aussi avoir un système où on pourra appuyer sur un bouton pour avoir le mot toilette à droite. On pourra entendre toilette à droite, où on pourra avoir comme ça plusieurs systèmes, en fait, un système de toucher pour t'envoyer en toilette. Le système multimodal, en fait, ça peut être intéressant parce que ça touche plusieurs sens et du coup, t'es certain d'avoir un petit peu plus de gens qui vont pouvoir accéder à ces consignes ou à ces informations.
Donc dans ce cadre-là, tu peux mettre des pictos, tu peux mettre des repères visuels, plein de choses comme ça. Ouais. Et plus il y a de choses différentes pour indiquer et plus tu as d'accessibilité. Bah oui, plus tu vas toucher de gens en fait. Et donc plus ce que tu veux dire va être compris. D'accord, ok. C'est pour ça que par exemple en jeu de rôle sur les fiches de personnages, on va les mettre à la fois un mot-clé mais aussi un petit picto qui le rappelle, tu vois. Tout en essayant, si c'est sur une fiche de personnage, de limiter aussi qu'il y ait trop d'informations visuelles malgré tout sur la fiche, parce qu'il y a des troubles en fait, quand il y a trop d'informations visuelles, c'est toujours très compliqué. Ouais. Pourquoi tu voulais rajouter ça ? Parce que quand on parlait tout à l'heure d'accessibilité universelle, tu as dit... j'ai oublié d'en parler, et ça me paraît important pour parler d'accessibilité. Ouais. Et en plus, tu as dit que tu avais peur quand ça dégénère et qu'à un moment, on soit tous pareil. Je sais plus comment uniformisation des pensées. Sauf que, en fait, là, on voit bien que c'est pas l'uniformisation qui guette, c'est plus qu'on essaiera, en fait, de rendre des consignes ou des informations le plus accessible possible en multipliant en fait, les façons de faire, les façons d'être. Ce qui va plutôt apparaître, c'est que on va voir, ce sera visible en fait qu'on est tous différents mais tous ensemble. D'accord, ok. Donc c'est pas une uniformisation, c'est juste que là on permettra en fait à pas mal de gens d'être ensemble mais différents dans des espaces. D'accord, ok. Très bien. Et donc, du coup, la multimodalité, c'est un argument contre l'idée que ce serait uniforme. Oui, et puis au-delà de ça, c'est quelque chose... Il faut multiplier les modes de présentation pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient le plus compréhensible par le plus grand nombre de personnes. Pour le mettre en place dans des classes, et même dans des classes avec des enfants qui ont pas mal de troubles différents, ça marche vraiment parce qu'en fait, ça permet... à plus d'enfants et plus de gens d'apprenants de voir et de comprendre ce qu'on attend d'eux en fait. Okay, bon, je pourrais aussi parler de tout ce qui est l'explicite, etc. Mais on n'est pas là pour ça, sinon on redémarre sur un autre podcast. D'accord, ok. Mais en tout cas, voilà. Ok. Très bien, merci. De rien. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.